Luigi's Mansion 3 est le troisième jeu de la saga Luigi's Mansion. Et a été développé par Next Level Game, tout comme Luigi's Mansion 2. Luigi's Mansion 3 est un jeu mêlant action et aventure dans lequel une des icônes les plus connues du globe devra élucider des mystères orchestrés par un grand monarque de cet univers, le roi Boo. Luigi et ses amis ont reçu une étrange invitation dans un hôtel pour des vacances bien méritées. Ils s'exécutent alors, arrivent, puis passent leur première nuit. Et puis soudain... Un cri. Luigi se réveille et découvre la supercherie derrière cette invitation. La propriétaire de l'hôtel avoue à Luigi qu'elle travaille avec le roi Boo et que tous ses amis ont déjà été capturés. Il fuit de justesse l'attaque du roi Boo et s'échappe dans un dépôt de vêtements, et c'est ici que le vrai jeu commence. Afin d'atteindre la pièce où le roi Boo se cache, Luigi devra s'aventurer et utiliser l'ascenseur de l'hôtel. Mais il y a un problème. Les fantômes ont volé les boutons d'ascenseur et se sont enfuis avec. Votre but sera alors de battre le boss notable caché dans l'étage qui vous donnera le bouton de l'étage suivant, jusqu'à ce que vous atteigniez le roi Boo. Mais faites attention, ces étages sont, comment dire, spéciaux. C'est un jeu mignon, mais aussi avec sa dose d'horreur, créant des situations attrayantes, mais aussi dramatiques. Voici l'iceberg de Luigi's Mansion 3. Bienvenue dans la plus grosse vidéo de ma chaîne. Je ne vais pas passer par 4 chemins, mais cette vidéo a pris 2 ans à être produite. Si vous avez aimé les précédents icebergs, abonnez-vous. On essaie d'atteindre les 3000 abonnés avant la fin du mois, et surtout, likez la vidéo. Ça permettra de la faire découvrir à d'autres personnes perdues dans ses recommandations. Avant de commencer nos descentes, je dois vous parler d'une nouvelle mécanique que j'ai implémentée dans cet iceberg, les badges. Oui, c'est repris de Feldup, mais transformé à ma sauce. Comme vous le savez maintenant très bien, l'hôtel se divise en plusieurs étages, sur des thèmes divers et variés. Ces badges apparaîtront juste en bas à gauche de votre écran et vont en fait vous indiquer l'étage qui fait référence à l'histoire. Ça permet déjà que vous ne soyez pas perdu, mais aussi si vous avez envie de vérifier l'info en jouant au jeu par vous-même. Bah, vous pourrez. Bon, mesdames et messieurs, je vous mets directement dans le vif du sujet. Je vous présente la vidéo sur l'iceberg du dernier jeu sorti à ce jour, Luigi's Mansion 3. Luigi est la nouvelle création du professeur Catastrophe. Mais qui est ce petit bonhomme vert? Le professeur nous missionne de récupérer une valise dans sa chambre d'hôtel. Après quelques allers-retours et un boss attrapé, Luigi va le rendre au professeur. Le professeur nous sort ensuite un tube avec un liquide verdâtre. Voici Luigi, dans son état gluant, littéralement. Petite fun fact, dès l'instant où vous vous emparez de cette valise, le professeur vous bloquera systématiquement de prendre un autre étage, en dehors de celui de son labo. Une information qui ne fait pas de mal, le nom Luigi est l'association du mot gluant et Luigi. Oui, beaucoup de recherches pour trouver cette info-là. La particularité de ce personnage est de pouvoir être invincible face aux dangers mortels que l'humain connaît. Oui, par exemple une chute mortelle, être transpercé ou n'importe quelle forme de torture. Il possède néanmoins 2 faiblesses. La première, c'est qu'il est très vulnérable à l'eau. Dès l'instant où Luigi touchera une flaque d'eau, il se décomposera. Pareil pour sa deuxième faiblesse, le feu. Le moindre contact causera sa disparition. A noter que Luigi contrôle Luigi. Le joueur peut donc varier son gameplay et choisir Luigi dans les situations qu'il pensera appropriées. Et oui, la référence peut être flagrante pour certains joueurs plus âgés, mais tout aussi étonnante pour les plus jeunes. Le Virtual Boy est une invention du professeur Catastrophe, qui donne à Luigi la possibilité de communiquer avec le professeur durant ses missions. Il permet aussi de lire à portée de main ses objectifs, et il possède aussi d'autres options sympathiques, comme la carte et les paramètres. Le jeu de mots du Virtual Boo fait d'une part référence au Boo, les fantômes tant connus de l'univers Mario, et du Virtual Boy, qui est le nom d'une ancienne console produite par Nintendo en 1995. Une console qui aura eu raison d'elle, comme à l'image de la Wii U. Les raisons sont sur le fait que la Virtual Boy n'est pas une console de salon, à proprement parler, mais plutôt sous la forme d'un visio-casque, où on voyait en rouge et en noir. Vous voyez un casque de réalité virtuelle?
c'est l'idée. Selon plusieurs milliers de consommateurs, cette couleur rouge vif donnait des nausées et n'était simplement pas supportable pour une session de jeu normale. Petit easter egg assez marrant, le professeur précise que son invention va se vendre comme des petits pains. C'est une référence aussi à l'échec commercial qu'a été cette console. Comme à chaque opus du jeu, lorsque le professeur nous appelle, une jolie sonnerie se fait entendre. Le troisième opus n'enfreint pas la règle, et je trouve que celle-ci est très sympathique. Même si la sonnerie du deuxième jeu restera toujours dans mon cœur. C'est à mon avis la référence la plus connue de la saga. Dans chaque opus, sans exception, les développeurs ont trouvé un moyen simple d'exprimer la nervosité de Luigi vis-à-vis de la situation. Après tout, c'est pas tous les jours qu'on capture des fantômes avec un aspirateur, non? Cette astuce est toute simple. Lorsque la musique est jouée, il est possible d'entendre Luigi fredonner par-dessus cette musique et dans le rythme en plus. Techniquement, dans le premier et second opus, la musique est purement décorative. Aucun élément du jeu montre que la musique est diffusée via un haut-parleur pour que Luigi la fredonne. Mais pour Luigi's Mansion 3, c'est un peu différent. Il marmonne la musique de l'ascenseur. Et là, il n'est pas du tout impensable de se dire que la musique puisse venir d'un petit haut-parleur. Il est temps de dégainer l'Ectoblast GLU. L'Ectoblast GLU est le cinquième aspirateur de la licence créé par le professeur. Oui, 5 aspirateurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Celui-ci est donc en réalité le troisième dans la licence de jeu Luigi's Mansion, ce sera plus simple. Tout d'abord, et encore une information inédite, le nom Ectoblast GLU est une référence au nom gluant. GLU, GLUant, gluant, vous l'avez ? Durant la mission sur la suite RIP et à la poursuite du fantôme d'agent d'entretien, vous pouvez voir dans une des pièces durant une de ces cinématiques, juste derrière le fantôme, 2 affiches. Sur ces affiches, on voit les 3 aspirateurs que nous avons mentionnés, l'Ectoblast 3000 de Luigi's Mansion, l'Ectoblast 5000 du second jeu et l'aspirateur actuel, l'Ectoblast GLU. Cela montre très bien que ce prototype était dans la tête du professeur depuis un moment. On peut aussi voir sur les art viewers du jeu les 2 affiches plus nettement, avec en haut à gauche Ambre Bruscade est la propriétaire de l'hôtel du repos éternel, hôtel où séjournent Luigi et ses amis. Pour la présenter rapidement, c'est une demoiselle relativement sexualisée qui est la seconde antagoniste de cet opus. Tout d'abord, pour rester sur les légendaires jeux de mots des traducteurs français, on peut noter que Ambre n'y échappe pas. Lorsqu'on lit son prénom ainsi que son nom en entier, on remarque qu'en réalité son nom est un jeu de mots à embuscade, ce qu'elle fait en effet dès le début du jeu. Mais derrière ses allures de femme parfaite, avec son maquillage et sa beauté, elle nous cache un tout autre visage. Lors du combat qu'on livre à la fin du jeu, elle nous montre son vrai visage, sans la poudre de son maquillage. Fun fact, on apprend que son maquillage est une invention très spécifique et que cela s'appelle du Geist Paint. Oui, sans ce maquillage, elle est d'un seul coup moins attirante qu'avant, en dehors du fait que la première fois, ça peut être un choc et que la peur peut envahir le joueur. On comprend directement une idée que les développeurs voulaient exprimer avec humour sur les bases de la beauté de notre société. Et cette blague se répercute sur son animal de compagnie. Je parle de l'Ectochat, un nouveau personnage de cet opus. Cet Ectochat appartient directement à Ambre et obéit à ses ordres. On voit l'Ectochat apparaître quelques rares fois dans le jeu pour empêcher Luigi d'obtenir des boutons d'ascenseur, permettant de monter jusqu'à elle. Ce chat à l'origine très mignon montre, lorsqu'on l'attaque, sa véritable nature. Oui, ça peut surprendre, surtout pour les plus jeunes. C'est une anecdote connue, mais tout le monde n'a pas joué au jeu. À chaque étage, vous devrez combattre un fantôme notable, associé au thème de son étage. Vous pourrez rencontrer Morty à l'étage numéro 8.
Morty est un réalisateur d'un film pour la société Paranormal Productions. Lors de votre visite dans son étage, vous rencontrez un Morty triste et sans défense. Sans aller dans les détails, vous aurez à traverser plusieurs plateaux télé ou de films pour lui ramener son mégaphone. Juste après, il vous propose, ou plutôt vous force à tourner dans son film en tant que personnage principal. Après avoir remporté un combat contre un fantôme sous le costume du protagoniste de son film, vous pourrez assister à la version montée que Morty vous propose de regarder. Sorry. Tout ça m'a permis de contextualiser les conditions dans lesquelles on rencontre Morty. L'exception de Morty dans tout ça est qu'il est le seul fantôme notable du jeu qui peut ne pas être capturé. En effet, il vous donnera volontiers son bouton d'ascenseur pour continuer votre périple sans passer par la capture. Vous pourrez à n'importe quel moment du jeu revenir dans sa pièce de montage, puis le capturer. Six mois avant la révélation par Nintendo qu'un troisième jeu de la saga, Luigi's Mansion, est en préparation, Masahiro Sakurai nous tease d'une façon discrète et à la vue de tout le monde le nouvel aspirateur de Luigi. Cette vidéo est un trailer de deux nouveaux personnages dans le jeu Smash Bros Ultimate. C'est une présentation qui vous dira quelque chose si vous avez vu le second iceberg. La dernière fois, on s'est concentré sur la finalité de Luigi dans le trailer, sa mort pour résumer. Cette fois-ci, on se concentrera sur son apparence et comment on peut le voir. Bingo, un aspirateur qui ne ressemble à aucun des modèles qui existaient à l'époque. Et maintenant qu'on voit le nouveau modèle présent dans Luigi's Mansion 3, la ressemblance est flagrante. On peut noter qu'on nous montre la nouvelle fonctionnalité présente dans le jeu, le lance-ventouse. Je me rappelle à l'époque avoir vu cette bande-annonce en direct. L'espérance d'un nouveau jeu se faisait de plus en plus grande, et pour être honnête, mon niveau de hype a vite redescendu quand j'ai compris réellement ce qu'on nous présentait. Évidemment, il a fallu quelques mois pour que la communauté ait enfin l'annonce tant attendue. Et malheureusement, j'ai pas la réaction pour illustrer, mais c'était magique. Comme indique le nom, être trop lent peut causer la mort du personnage et donc un game over. En effet, lors du combat final contre le roi Boo, Nintendo vous laissera un temps limité pour vaincre le boss final. Une décision étonnante, qui n'a jamais été utilisée pour n'importe quel jeu Mario. Cette décision de gameplay engendre un stress certain pour le joueur et parfois ce qu'on peut appeler un mauvais stress pour les plus jeunes. Un stress qui se traduit donc par une forme de peur. Cela arrive lors de la deuxième étape du combat. Le roi Boo, furieux de perdre petit à petit l'affrontement, et par solution de dernier recours agrandit un tableau jusqu'à qu'il devienne géant afin d'engloutir Luigi à coup sûr. Le temps imparti des 4 minutes que le jeu impose sont en fait les dernières minutes avant que ce tableau vous avale et cause un game over. Notre cher Catastrophe est un savant un peu plus intelligent qu'il en a l'air. Si on cherche bien, nous pouvons lire le journal des recherches du professeur et particulièrement le chapitre de la création de Luigi. Ce journal n'est néanmoins pas disponible en jeu, mais est disponible sur le site de Nintendo dans la rubrique Luigi's Mansion 3. Ce journal est divisé en 7 chapitres qui résument étape par étape la création du clone gélatineux. Et chacun de ces chapitres sont remplis de références et de réponses que même moi au début n'y croyais pas. Pour le moment, gardons juste à l'esprit que ce journal existe et nous reparlerons de certains passages au moment venu, plus bas dans l'iceberg. Après avoir assimilé quelques bases du jeu,
Il est temps de faire une petite pause neuronale. Ne vérifiez pas cet assemblage de mots sur internet, je suis peut-être le premier à l'utiliser. Il existe dans le jeu ce que les joueurs ont appelé le carpet glitch. Dans l'étage 3 sur les boutiques, vous pouvez avec beaucoup de chance générer les entités de la pièce avec ce tapis, qui ne sera pas à sa place initiale. Et le jeu n'a pas l'air d'aimer ça, et réagit comme il peut. Il est aussi possible de déplacer l'emplacement d'origine de ce tapis grâce à Luigi, et d'effectuer quand même le bug. Dans l'étage 8, au studio de tournage, vous pourrez apercevoir un couloir comportant diverses affiches. Toutes ces affiches sont des easter eggs à 1 ou plusieurs jeux vidéo qui ont été développés par le studio de Luigi's Mansion 3. Je parle de Next Level Game. Il y a des références aux jeux vidéo Punch-Out, Mario Striker Charge, Metroid Prime, Federation Force, ainsi que le prédécesseur de cet opus, Luigi's Mansion 2. Si vous utilisez votre ventouse sur la fiche de Punch-Out, vous gagnerez des pièces, ainsi qu'un gant de boxe vert. Ce gant vert apparaît directement sur les mains de Max dans le jeu vidéo de l'affiche en question. Aussi, vous pourrez prendre ce gant et le propulser où bon vous semble grâce à votre aspirateur, et donc casser quelques vitrines. C'est une idée à prendre, vous en faites ce que vous voulez. Lors de la première phase de combat face à Faustknot, celui où il nous lance des chaises, on comprend assez rapidement que le rythme de planement des chaises répercute la mélodie jouée par le boss. Il y a des accords plus graves lorsque les chaises se soulèvent du sol et des accords plus aigus et rapides lorsque les chaises sont lancées sur Luigi. Comme on peut le comprendre, non seulement Faustknot attaque Luigi, mais il fournit aussi la musique de fond du combat. Un peu de culture générale, ce phénomène s'appelle du Mickey Mousing. Et pour l'expliquer rapidement, c'est le fait d'accélérer ou de ralentir une mélodie sous un contexte visible à l'écran, en l'occurrence le mouvement des chaises ordonné par notre ennemi. Since 1983 est un morceau de texte qu'on peut retrouver sur des boîtes de pizza à deux endroits dans l'hôtel. On peut apercevoir une boîte sur une des télévisions de l'étage sur le studio de cinéma et une seconde fois en nombre plus importante dans la chambre de Mario, expliquant indirectement qu'en une seule après-midi, Mario s'est goinfré et n'a pas une alimentation très saine. Luigi a déjà mentionné ses habitudes malsaines dans un show mettant en scène Mario et ses amis sous le format d'un dessin animé, et où Mario est décrit pour la première fois comme un gros mangeur et qui adore manger des pizzas et des spaghettis. Vous devez être les babysitters. Vous avez dû rentrer par derrière, c'est ça? C'est mieux que vous soyez deux juniors et un enfant tellement vivant. Et tenez, c'est un petit guide pratique sur les enfants hyperactifs. Nous ne sommes pas Il y a des lasagnes dans le frigo, n'hésitez pas à vous servir. des lasagnes. Oh, mais nous n'allons pas... Chut, ce sont des lasagnes faites maison. Au final, que signifie Since 1983 ? La date 1983 est une référence directe de la sortie de Mario Bros où Luigi y fait sa première apparition dans le monde du jeu vidéo. À l'époque, Luigi était une pâle copie du personnage principal, mais en vert. C'est que plus tard qu'il pourra être différencié de son frère en étant plus grand et en étant plus facilement apeuré. Vous savez que le jeu est sorti pour fêter Halloween ? Oui, c'est vrai, il est sorti le 31 octobre 2019. Mais ce n'est pas le sujet. Pour entrer dans le thème de cette fête, Next Level Game a implémenté des citrouilles, normales me diriez-vous. À défaut de citrouilles normales, lorsque vous les aspirez, la lumière de votre torche traversera la citrouille pour afficher un joli dessin lumineux sur le mur d'en face. Personnellement, je l'ai découvert en faisant cet iceberg. Je mourrais m'en bête. Cet opus aussi nous propose un nouveau laboratoire pour notre cher Karl Tastroff. C'est un petit laboratoire qui peut être compressé à une taille portable et donc à transporter où bon lui semble. Il l'installe dans le garage de l'hôtel à l'image d'une cellule de crise. Ce sujet a déjà été traité dans le second iceberg, mais grâce aux informations du troisième jeu, on peut avoir un autre point de vue qui pourrait changer la théorie. On remarque que l'intérieur et l'extérieur du laboratoire ressemblent fortement au laboratoire sur Luigi's Mansion 2. Il y a la même antenne et les mêmes écrans. On peut noter qu'après avoir eu le bouton d'ascenseur du 4e étage, le professeur vous présentera son magasin. Vous pourrez acheter des œufs dorés, des détecteurs à bouées de gemmes,
Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Cette théorie fait suite à la première théorie sur le second iceberg, cela confirme donc qu'on avait raison. Oui, vous pouvez en effet faire une petite partie de mini-golf. Rendez-vous dans la chambre de Mario à l'étage 5 et vous verrez ce set de mini-golf. Pour y jouer, il suffit de déplacer la balle, soit en marchant dessus, soit en utilisant votre Ectoblast. Si vous arrivez à mettre la balle dans le trou, le jeu vous récompensera avec quelques billets et 2 pièces. Pour recommencer l'expérience, il vous suffit d'emprunter l'ascenseur et de changer d'étage, et la balle réapparaîtra. Comme tout jeu vidéo, Nintendo n'hésite pas à en faire la publicité, et c'est le cas pour ce troisième opus. Mais sans s'en rendre compte, Next Level Game a créé une incohérence scénaristique assez flagrante. Nous voyons dans cette publicité Luigi devant l'hôtel de nuit. Détail très important, l'hôtel est dans sa version horrifique. Et ceux qui ont déjà joué au jeu ont compris l'incohérence. En effet, au début du jeu, on voit clairement que des fantômes barricadent la porte d'entrée. Et la prochaine fois que Luigi sera vu dehors sera à la fin du jeu. Il est donc logique qu'il ne puisse pas être dehors à ce moment-là. Toujours pas convaincu? Et ça, on voit clairement Luigi assister à la transformation de l'hôtel de luxe à sa version horrifique. Et déjà à ce moment-là, il est enfermé. Même si le jeu obtient de loin le succès du plus beau jeu de la Switch de l'époque, il n'est néanmoins pas dépourvu de bugs. Cet iceberg n'est pas une vidéo tuto, mais c'est histoire de mentionner leur existence. Des vidéos, il y en existe des tonnes sur la plateforme si vous souhaitez les reproduire. Dans la continuité du carpet glitch et des éléments du décor qui prennent soudainement vie, nous avons ce bug là. Lors d'une expédition dans la tour hantée, vous pouvez, en abusant un peu des contre-coups que vous donnez aux fantômes, rendre un fauteuil fou. Si vous êtes plutôt aventurier, ce bug peut être intéressant. Rendez-vous dans les sous-sols de l'hôtel et d'une manière étonnante, vous pouvez faire en sorte que Luigi soit bloqué dans une zone normalement interdite d'accès. Il y a des bugs pour tous les goûts. Passons au moment où vous délivrez le professeur de sa peinture. À partir de ce moment-là, il vous suivra partout, où que vous allez. Maintenant, si je vous dis que grâce à un bug, vous pouvez l'abandonner, un rêve oui. Il suffit simplement de bloquer sa trajectoire avec ce projecteur et étant bien placé, son personnage restera bloqué. Malheureusement, dès l'instant où vous sortirez de la pièce, fini les vacances, il se retéléportera vers vous. Dans la catégorie des fantômes inexistants, j'invoque l'étage du studio de cinéma. En effet, d'une manière extrêmement aléatoire, vous pourrez voir ces rubans se déplacer tout seuls. Au moins on est dans le thème. Bon, vous avez compris, des bugs comme ça il y en a des tonnes, et certains ont dû être patch depuis la sortie de la vidéo. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet, je pourrais faire un iceberg tellement que ce jeu est truffé de bugs, plus fun les uns que les autres. Cette histoire sera surprenante pour certains et non pour d'autres. Ayant joué pas mal du temps au jeu, on peut voir qu'une pièce secrète existait dans le hall, et mon objectif en tant que joueur était d'y accéder. Je suis resté 20 minutes sur cette question en fouillant toute la pièce mais rien, aucun chemin n'existait. Et pourtant, en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai enfin compris comment y accéder. Et de ce que j'ai compris, beaucoup de monde aussi ont eu du mal à l'avoir. Le mécanisme qui permettait d'accéder à la pièce n'était en fait pas à l'endroit que nous cherchions. En effet, rendez-vous dans la pièce juste à côté. Et puis, d'une manière totalement aléatoire, aspirez le lustre au-dessus de vous. Le lustre étant en fait décomposé d'engrenages géants et qui ensuite ouvre une porte juste à votre gauche. Bingo! Vous voici dans la salle abandonnée tant convoitée. Un passage secret que j'ai découvert grâce à la recherche de vidéo. Il est évident qu'il faut avoir connaissance de ce passage secret, car elle y enferme une gemme. Dans la cuisine, vous pouvez cuisiner. Oui, sans blague. Prenez les aliments que vous étiez censé jeter sur le boss de la pièce, puis faites-les cuire. Vous pouvez cuire de la viande, des citrouilles et des pastèques. A vous de choisir le temps de cuisson, mais faites attention. Si vous les laissez trop longtemps sur le feu, ils se désintègrent pour vous donner des cœurs. Merci le jeu. En allant à l'étage 14, et si vous faites attention, vous verrez devant la piste Luigi claquer des doigts au rythme de la musique. Déjà c'est rigolo, mais aussi ça me fait penser aux monstres dans les jeux Mario 2D, qui sautillent au rythme de la musique.
Dans le magasin du professeur, vous pouvez acheter un détecteur de boue. Ce détecteur détecte des boues, et son fonctionnement est intéressant. Lorsque vous vous approchez d'un bout dans une salle, avec le détecteur activé, des vibrations vont se faire sentir. Et après, la référence du bout en binaire, nous l'avons en morse. Bientôt, on va pouvoir dire le mot bout en langue des signes. On comprend que cette vibration est la lettre B, et que les deux autres sont en effet des O. Malin, ces développeurs. Journal de recherche du professeur Catastrophe. Chapitre 1. Une découverte accidentelle. Les fantômes sont des créatures de l'ombre qui adorent faire peur aux humains. Je me suis moi-même lié d'amitié avec certains de ces fantômes, et j'ai pu remarquer et prélever une mystérieuse énergie liquide qu'ils semblent sécréter. Je suis convaincu qu'en utilisant cette substance, je parviendrai à développer une pléthore de nouvelles inventions. Hélas, malgré mes nombreuses expériences, je n'ai absolument rien appris sur cette énergie spectrale si singulière. L'exposer à la chaleur ou le froid n'a provoqué aucune réaction. J'ai tenté de la mélanger avec du fer, de la verser sur du caoutchouc, et même d'y tremper un beignet, mais rien de tout cela n'a produit le moindre effet. Finalement, le déclic s'est produit. Alors que je m'accordais une pause pour déguster une tasse d'excellent café, une variété spéciale issue de la vallée des ombres, un cache-cacheur fastidieux a surgi derrière moi. De surprise, j'ai renversé ma tasse de café dans une fiole contenant de l'énergie spectrale. Et la réaction était immédiate. L'énergie spectrale a rapidement changé de couleur pour devenir aussi verte que mon café d'exception. Au bout de quelques instants, elle a également gagné en viscosité et semble maintenant s'être stabilisée en un élément inconnu. J'ai décidé que cette nouvelle substance s'appellerait du gluant. Je n'ai qu'une hâte pour suivre mes recherches. Ce que je viens de vous raconter est un extrait du chapitre 1 du journal de recherche du professeur. Journal totalement accessible sur le site de Nintendo. Je pense que ces quelques paragraphes répondent bien à la question. C'est comme ça que notre cher professeur découvre un nouvel élément, répertorié 0 et baptisé le gluant. Mais après, c'est bien de comprendre comment avoir le liquide qui a permis de créer Gluji. Mais maintenant, faut savoir comment le modéliser. Mais ça, c'est une autre histoire. Le logo du jeu n'a pas toujours ressemblé à ça. En effet, on peut apercevoir déjà dans le jeu deux versions du logo. Le logo coloré en or massif lorsque vous jouez au jeu pour la première fois, ainsi que le logo que tout le monde connaît. Mais je ne vais pas vous parler de ça. Il existe en réalité un troisième logo moins connu de tous. Lors de la révélation du développement du jeu en 2018, Next Level Game nous a montré ce logo. Logo qui, à l'époque, ne reflétait pas le vrai, comme l'indiquait le titre de la vidéo, non provisoire, car il était destiné à changer. Voici les trois logos côte à côte. Je trouve ça fou, pas vous ? Lors de votre visite dans l'étage des boutiques, vous aurez à collectionner des clés, avec sur chacune d'entre elles un symbole des jeux de cartes. Une clé vous ouvrira une boutique, et dans cette boutique, vous retrouverez une autre clé. C'est un mini-jeu de pistes. Pour savoir où se diriger, le symbole sur la clé sera en fait le symbole du magasin à suivre. Ce système est intéressant car il était identique à Luigi's Mansion 1. Après chaque boss, vous obtiendrez une clé, avec un de ces 4 symboles, qui vous permettra d'accéder à la zone suivante du jeu, et ça plusieurs fois jusqu'à atteindre le roi bout. Entrée plutôt marquante de cet iceberg. Dans une pièce voisine, vous pouvez, grâce à un trou, voir une salle de bain avec un fantôme bleu. Ce fantôme se brosse les dents. Vous me direz, quel est le problème alors ? Pas seulement oui. Avec un peu de chance, vous verrez le fantôme se frotter le derrière avec sa brosse à dents fraîchement utilisée. Mais ce n'est pas tout. Ce gros dégueulasse, oui j'utilise des mots compliqués, se rebrosse les dents avec. La propreté est donc un problème, même après la mort ? Aimez-vous les souris ? Souvent on les repousse, car oui, ce ne sont pas les bestioles les plus appréciées sur Terre. Mais avez-vous déjà pensé que ces souris ne ressentent pas un amour qui n'est pas réciproque ? C'est ce que ce bug peut nous questionner. Il est possible, avec une certaine combinaison, que je ne connais personnellement pas, d'avoir une souris coincée sur votre torche et qui a l'air de particulièrement aimer d'être là. Donc la prochaine fois que vous verrez cette magnifique bestiole, ne faites plus l'erreur de croire qu'elle est sans cœur, elles sont gentilles. Enfin je pense. Qu'est-ce que je raconte ? Faut que je fasse une pause, moi.
Luigi peut porter une personne qui fait à peu près son poids. On le voit porter des Toads et il pourrait sans problème porter la princesse. Sans compter son aspirateur et tous ses gadgets sur le dos qui ne doivent pas être très légers. Mais alors pourquoi il ne peut pas pousser une porte bloquée par une pile de serviettes? Deux hypothèses se forgent alors. Soit les Toads ont le poids d'une plume, 2 mg environ, soit que les serviettes dans cet univers pèsent beaucoup, d'estimation à 1 kg la serviette. Je vous laisse réfléchir de ce grand débat, contrôle dans les commentaires dans 4 heures. Bon, celui-là il va être rapide. En utilisant le révéloscope à cet endroit, vous découvrirez une statue ressemblant à l'Ectosha. Et fun fact, l'Ectosha court autour d'elle et la détruit, pour au final devenir la statue lui-même. Welcome to a world where mystery and discovery meet at the click of a brick. And heroes wear a poltergust. Ça peut étonner certains, mais oui, cette anecdote n'est pas si connue que ça. Nintendo ont sorti en collaboration avec Lego des Lego Mario assortis à leur univers. Mais Nintendo ne s'est pas arrêté là. Ils ont étendu leurs recherches et possibilités de sets à même exploiter le monde de Luigi's Mansion. Et c'est là que cette histoire entre en scène dans l'iceberg. Ils ont donc sorti ce magnifique set sur le premier jeu de la saga. On peut à présent, en compagnie de notre cher Luigi en Lego, battre le roi Boo et donc créer nous-mêmes le manoir dans lequel il cherchera son frère. Chose que je trouve incroyable, je l'ai placé dans cet iceberg parce que dans ce set, on peut voir des références aux autres Luigi's Mansion. Elles sont fines mais présentes. Il y a par exemple les tableaux avec des Toads enfermés, une nouveauté disponible uniquement dès le second jeu. Au-delà de ça, les fantômes et les éléments de construction viennent généralement du premier opus. Le set est à 80 € pour les intéressés et des mini-sets sur l'univers sortent encore actuellement. Il y a un jumpscare dans le jeu. Lorsque vous regardez dans un télescope, alors que vous contemplez le paysage, un fantôme bleu apparaît subitement devant l'objectif et effraie Luigi. Ça peut faire vraiment peur, hein, surtout quand vous y attendez pas. Bonjour toi. La technique de combat de Faust-Knot consiste à prendre le contrôle d'objets inanimés, comme avec l'exemple des chaises qui est similaire au mange-esprit grimpeur de Luigi's Mansion 2. Ce mange-esprit est le second réel boss du jeu. Il est caché dans la cabane, tout en haut de l'arbre des détours. Ce mange-esprit prend le contrôle d'un escalier, objet inanimé donc, puis attaque Luigi, exactement comme notre cher Faust-Knot. Simple coïncidence ou on nous cache un plus gros secret derrière ça? Vous pouvez retrouver à l'étage 11 deux références cachées d'un film et d'une émission télévisée. Dans un couloir, vous trouverez un tapis avec des motifs assez originaux. Ce motif est en fait une référence que seuls les fans du film The Shining pouvaient trouver. En effet, on le retrouve sur cette scène où on voit cet enfant jouer sur ce tapis qui est directement reconnaissable. Il y a aussi une référence dans le carrelage du sol, juste à côté, qui ferait référence à l'émission télévisée Twin Peaks. Lors de votre périple, vous tomberez assez rapidement sur cette pièce qui semble être les vestiaires des fantômes. C'est là qu'ils se sont préparés pour accueillir Luigi et ses amis à visiter l'hôtel. Si vous avez l'œil, on peut voir leurs masques, leurs vêtements ainsi que leurs chapeaux. Détail à part, la pièce possède un énorme miroir. Les fantômes ne sont pas censés être invisibles devant un miroir. Intéressant. Un sous-marin? Oui, vraiment. Rendez-vous dans les égouts de l'hôtel à l'étage -2. Et lorsque vous avez vidé l'eau de la pièce, vous verrez un œil qui dépasse du sol. Aspirez et retirez le couvercle et faites-y entrer Luigi. Vous trouverez donc un sous-marin inhabité sous l'hôtel? Je pense qu'il n'y a que moi qui semble étonné. Comment un sous-marin peut être sous un hôtel, surtout qu'il y a de l'eau autour? Seul l'œil semble coincé à cause du béton. Certaines personnes passeront à côté de ce mystère, mais moi je veux comprendre. Pourquoi il y a un sous-marin? Et pourquoi l'hôtel ou cette zone de l'hôtel a l'air d'être construite sur une zone submergée? Le mystère reste entier.
Une annonce qui est passée plutôt inaperçue. Luigi's Mansion 3 a été des rares jeux de la saga à posséder un vrai DLC payant. Ce DLC, ou plutôt ces DLC, ont été séparés en 2 parties pour la somme de 9,99 €. Pour la première partie, nous avons 3 nouveaux costumes pour la tour hantée, ainsi que 3 nouveaux mini-jeux pour les jeux de l'étrange. Ces 3 mini-jeux se nomment Or en cascade, Manoir survolté et Ballon prisonnier, où littéralement vous pouvez jouer au même jeu que vous avez joué étant enfant. Vous pouvez aussi posséder une lampe exclusive et une galerie photo montrant le développement du jeu, mais ça c'est une autre histoire. L'argent, c'est super, et surtout pour faire passer de jolis messages. Et ça, Next Level Game l'a très vite compris. Dans la cuisine de l'hôtel, si vous faites tourner les aiguilles de l'horloge avec votre aspirateur dans la direction qu'une aiguille normale doit emprunter, donc horaire, cela aura l'effet de vous faire pleuvoir des billets. Parce que le temps, c'est d'argent, vous voyez. D'autres références amusantes existent sur le jeu. Il y a des endroits où les rouleaux de papier toilette sont faits en billets. Une blague des fantômes assez rigolote, qui suggère que leur richesse est tellement grande qu'ils s'essuient le cul avec de l'argent. Au début du jeu, lorsque Luigi se rend compte de la supercherie qu'il était dans un faux hôtel de luxe, le roi Boo apparaît. À cet instant-là, vient une course-poursuite du roi Boo avec sa peinture afin d'enfermer une fois pour toutes Luigi. À ce moment-là, il peut y avoir 2 suites possibles. Premier cas, vous échappez au roi Boo. Super, vous pouvez continuer votre périple. Le second cas est plus compliqué. Luigi étant trop lent, il tombe sur le chemin et le roi Boo le rattrape et l'enferme dans un tablier. La scène qui va suivre est très importante. Lorsque l'écran de Game Over affiche les mots « Bonne nuit », le roi Boo se retourne en regardant les tableaux avec Luigi et les autres victimes, puis se retourne vers le joueur et rit. Le roi Boo est-il vraiment conscient que Luigi soit contrôlé par un joueur derrière une console ? Ou prend-on le problème dans le mauvais sens ? Est-ce que nous sommes une caméra filmée par Alakitu, à l'image d'un Super Mario 64 ? Ou carrément la personne qui contrôle Luigi ? Donc un personnage à part entière de l'univers Luigi's Mansion. Pour avoir cette animation secrète de Luigi, suffit d'aller à cet étage. Puis il élèvera son chapeau et s'inclinera. Il y a plusieurs façons qu'il le fasse. Vous pouvez soit faire tourner le menu sur la table, puis monter sur scène sous les projecteurs, où vous pouvez effectuer des petites missions comme récupérer une clé ou vaincre des hordes de fantômes sur cet étage. Oui, cette histoire est vraie et surtout fondée. Lors d'une interview à l'E3 2019, durant la présentation du jeu Luigi's Mansion 3, Yoshihito Ikebata, le superviseur du jeu, et Kensuke Tanabe, qui est le producteur, ont répondu aux questions d'un journaliste. Et une réponse a particulièrement intrigué les internautes. À la base, Luigi's Mansion 3 était en conception sur la tristement célèbre console de Nintendo. Le développement a d'ailleurs réellement pris forme en 2016, après Metroid Prime Federation Force sur 3DS. Détail à noter, le jeu était à l'époque totalement fonctionnel sur la Wii U et les premiers tests de gameplay étaient déjà concluants. La Wii U étant abandonnée en 2017, avec l'arrivée de la Switch, l'équipe a donc pris le choix de migrer sur la nouvelle console de Nintendo. C'est qu'après 2 ans plus tard que le jeu sort dans le monde entier. Dans chaque jeu vidéo, les speedrunners s'emparent de divers bugs afin d'établir le meilleur score. Tout est bon à prendre, des petits bugs qui permettent d'annuler les animations, ce qui fera gagner des précieuses secondes tout le long de la run, et celui que je vais vous montrer a mis le jeu à terre. Je vous présente le Goeiji Punching, ou si vous préférez le Luigi qui pousse. Pour effectuer un Goeiji Punching, alignez Luigi sur un mur et un obstacle qui ne doit pas être franchissable. Sortez Luigi et tirez devant tout sur la tête de Luigi. Flashez Luigi avec la lampe et poussez-le vers la zone voulue. Et puis voilà, ça marche. Vous avez utilisé le bug le plus dévastateur du jeu vidéo. Mais alors pourquoi le bug se produit ? La raison est que la ventouse sur la tête de Luigi le fait simplement considérer qu'il est plus grand. Et cette forte poussée le fait simplement traverser l'obstacle. C'est bête oui. Mais ça, les speedrunners ont pris plusieurs mois à découvrir ce bug. Et voici comment cette communauté s'y est prise. Quelques temps après la sortie du jeu, il n'a pas fallu beaucoup d'essais pour nos speedrunners pour trouver un bug. Un speedrunner qui s'appelle Irregular Genie a découvert un bug dans le dernier étage de l'hôtel. Lorsque vous placez Luigi au bord de ce mur, lors d'une petite attaque scénarisée, il l'a vu sans savoir qu'il était possible de traverser ce mur. Mais à ce moment-là, ce n'était pas encore le Goeiji Punching.
Sa technique était simplement de pousser Luigi pendant qu'il aspire dans le vide, tout en faisant en sorte qu'un fantôme lui mette des dégâts. La technique marche, mais pas partout. Elle est extrêmement rare. Ce glitch est tellement rare que personne n'a réussi à le reproduire. Et pendant un certain temps, le rêve de tous les speedrunners était de reproduire ce glitch afin de gagner de précieuses secondes. Quelques mois se sont écoulés. Roberto64 et The Hunterac ont espéré pendant longtemps reproduire ce glitch, afin d'évidemment l'utiliser à leur avantage tout le long du jeu. Ils téléchargent une sauvegarde envoyée par son ami et tentent de reproduire le glitch. Cette sauvegarde l'emmenait directement à l'étage concerné de toute façon. Ce qui s'est passé ensuite a changé l'histoire du speedrun sur le jeu. The Hunterac avait mal compris les instructions de Robert, et à la place d'étourdir les fantômes pour qu'il attaque Luigi ensuite, il décide d'éblouir Luigi, et l'a miraculeusement poussé à travers la barrière. Oui, un petit problème de communication a permis de faire la plus grande découverte du jeu. Avec cette découverte, nos speedrunners ont essayé leur technique un peu partout, et ça fonctionne. Ils ont réussi à skipper divers petits passages que seul Luigi pouvait passer, et puis un speedrunner est arrivé et a dit « Moi, je peux skipper un étage entier ». Et après seulement 1 heure que le bug a été trouvé et diffusé partout sur le net, ceci s'est déroulé. Roberto avait réussi avec le Luigi Punching à skipper l'entièreté d'un étage. Vous imaginez bien qu'après ça, tout le monde l'a reproduit. Quelques mois plus tard, des patchs sortaient sur le jeu, et certains de ces glitches ont été réparés. Ce qui a forcé les speedrunners à diviser les catégories en version du logiciel. C'était l'histoire du plus gros bug de la licence de Luigi's Mansion. Si vous connaissez déjà toutes ces histoires, c'est que vous avez joué au jeu, ou que vous êtes un minimum curieux de l'univers Luigi's Mansion. Maintenant, je vous propose de descendre d'un cran. C'est une couche où le grand public connaîtra les références de moins en moins, car certaines de ces histoires commencent à être vraiment très suspectes. Attrapez votre combinaison, nous descendons dans les eaux claires de l'iceberg. Luigi est en effet jouable dans le remake du premier jeu sorti 1 an plus tôt. Le troisième jeu n'est donc pas sa première apparition. Mais comment une création venant de Luigi's Mansion 3 peut finir dans Luigi's Mansion 1 ? Gardez juste à l'esprit que dans un monde, Luigi existe dans Luigi's Mansion 1. Une autre histoire de l'iceberg ira plus en profondeur sur le sujet. Vous avez compris que les références entre les jeux et la licence sont partout. Celle-ci est plus discrète, mais si vous vous tendez l'oreille, vous pouvez la voir. Entrez dans l'ascenseur et à quelques rares occasions, Luigi fredonnera un air qui est censé vous être familier. En effet, c'est la musique du manoir du désespoir de Luigi's Mansion 2. Lorsque vous arrivez dans l'hôtel pour la première fois, vous pouvez voir durant la cinématique dans un coin, une employée de nettoyage au niveau de l'ascenseur. Pour ceux qui ont déjà joué au jeu, la reconnaîtront. C'est un boss qui apparaîtra beaucoup plus tard dans le jeu, comme quoi, dès les premières secondes du jeu, tout était réellement sous vos yeux. Dans le garage où se trouve le laboratoire, il y a une voiture dans le coin supérieur droit. Tout comme le deuxième opus, Luigi découvre dans cette voiture, sous le capot, un aspirateur, de la même manière que sur le troisième jeu. Coïncidence ou référence ? C'est un peu paradoxal, non ? Dans l'étage 13, vous trouverez une radio que lorsque vous la flashez, permet de changer sa fréquence. Et à un moment, vous tomberez sur la musique que vous écoutez actuellement. Et oui, c'est la musique qui se lance lorsque vous entrez dans le magasin du professeur, quelques étages plus bas. Le concept de FreeCam est connu dans le monde du jeu vidéo. En français, nous utilisons plus le terme caméra libre. C'est le fait de bidouiller un jeu pour pouvoir sortir la caméra de son axe prévu. Dans le cas de Luigi's Mansion, c'est une pratique en or. Le jeu étant développé pour ne voir que via une caméra coincée sur un axe, cela permet de voir l'envers du décor. Littéralement. Ici, l'utilisateur Ebo se balade sur l'écran titre du jeu. Et déjà, on peut voir clairement que le décor n'est pas une image fixe, mais une succession de couches d'images 2D. Les possibilités de découverte sont infinies.
Luigi's Mansion 3 est un jeu qui utilise beaucoup la peur du joueur. Les développeurs la contrôlent parfaitement. Ils y instaurent des lieux dits safe et des lieux dits à risque. Les lieux à risque, c'est globalement tout le manoir, parce que nous sommes en terrain ennemi. Mais les lieux safe, est-ce qu'il y en a? Bien sûr, me diriez-vous. Si je vous dis qu'il y en a en réalité aucun. Partout, où que vous soyez, vous êtes exposé au danger. Par exemple dans le laboratoire. Et non, la fin du jeu nous prouve que le professeur n'a jamais été en sécurité. Pourquoi? Le roi bois arrive avec le laboratoire totalement arraché du sol et en profite pour capturer le professeur. L'ascenseur alors? C'est un piège aussi. Vous êtes aussi exposé au danger. À quelques rares occasions, des fantômes peuvent apparaître dans votre période de chargement. Soyez donc extrêmement vigilants lorsque vous jouez au jeu. Peu importe où vous cachez, ils vous trouveront. Rendez-vous à l'étage numéro 3. L'agent de sécurité dans le jeu, étant le boss d'étage, semble faire référence à Paul Blart de Mall Cop, un film de comédie réalisé par Steve Carr en 2009. Paul Blart est un agent de sécurité d'un centre commercial, tout comme notre boss de jeux vidéo. Ces personnages se ressemblent fortement physiquement, mais aussi surtout du fait qu'ils sont tous les deux incapables de faire certaines actions correctement. Ils essaieront aussi de faire des choses qu'ils ne sont pas capables physiquement. Du moins, disons maladroitement, comme se rouler au sol, ou diverses autres cascades. Les références de cet opus sont omniprésentes. En voici quelques-unes pour définitivement faire le tour pour cet iceberg. Lorsque vous faites tourner cette hélice, des cubes montreront divers paysages et vous verrez en gros et en hyper lumineux le manoir du désespoir, avec la lune noire. Si vous êtes curieux, vous pouvez zoomer sur le manoir et dans une des fenêtres se cache un fantôme doré qui vous fait un jumpscare. Dans le même genre, rendez-vous à l'étage 11, aspirez un drap et vous trouverez une sorte d'aquarium, représentant aussi le manoir du désespoir. Une référence musicale cette fois-ci. Dans l'étage du pianiste fou, rentrez dans sa loge et interagissez avec le piano et ce piano jouera tout seul cette mélodie. Mélodie qui fait référence au son audible dans la bibliothèque du premier manoir du second jeu. Et pour aller encore plus loin, dans cette bibliothèque vous aurez également un boss qui utilise un piano. Et pour finir sur les références, durant votre périple vous croiserez une araignée géante. Pour vaincre cette araignée, il vous suffira de la brûler avec une torche. Cette façon de procéder est exactement la même que pour vaincre le premier gros boss du jeu, Luigi's Mansion 2. Cette partie-là va être très rapide car le nombre de références est énorme et ma page de notes entière sur les références que j'ai trouvées me donne juste envie de les énumérer rapidement. Bon, commençons. Le film Morty est évidemment une référence au film Godzilla. Dans les égouts de l'hôtel, un petit bateau en papier peut tomber sur la tête du joueur. C'est une référence à ça. Non, pas à ça, ceci, ça le film. Dans une des productions de Morty, regardez en direction du puits, et voici ce que vous verrez. Cette abomination est une référence à The Ring. Sur le plateau de la ville américaine, vous trouverez un vélo avec un drôle de tissu remonté. C'est une référence au film E.T. l'extraterrestre. Également au même endroit, si vous aspirez la bouche d'égout, des bulles en sortiront. C'est encore ça. Je refais pas la blague pour lui. Si vous sortez de la zone des boutiques de souvenirs et que vous reveniez, vous verrez des chaises empilées d'une manière très étrange. C'est une référence au film Poltergeist. L'une des photos des crédits fait référence à l'image Lunch Ate Up a Skyscraper. La salle avec la boîte géante et l'araignée fait référence à Little Nightmare. Le jeu fait référence à Johnny Depp avec le fantôme Johnny Deppend. Et puis les casques de pompiers de Paranormal Productions portent le numéro 237. L'accessoire Giant Spider de l'ensemble Paranormal Productions, qui a le mégaphone de Morty, est clairement basé sur Kumonga. Vous devez même brûler les toiles d'araignée pour brûler l'accessoire, comme ce qui se passe dans Son of the Godzilla. Voilà, maintenant qu'on a énuméré toutes les références que j'ai trouvées ou que Internet a trouvées pour moi, on ne va plus en parler. Hormis si ça a un intérêt pour une histoire future. L'Ectoblast en or est un peu les 3 étoiles du jeu. C'est votre 100% pour faire court. C'est votre Ectoblast mais avec un changement de texture en or massif.
Pour l'avoir, il va falloir finir tous les achievements du jeu. Ça passe de la collecte des gemmes à la capture de fantômes et au mode multijoueur. C'est un objectif titanesque, ce qui explique sa rareté et sa petite popularité. Chapitre 3. La naissance de Luigi. Paragraphe 1. Contexte. Catastrophe cherche un moyen de façonner cette nouvelle matière, en une forme humanoïde, pour qu'il soit capable de capturer des fantômes. J'ai d'abord fabriqué un moule dans lequel verser le gluant. L'opération s'est déroulée sans aucun problème. Et quand j'ai retiré le moule, le gluant avait bel et bien pris une forme humaine. Malheureusement, quelques instants plus tard, il a repris sa forme initiale. Le gluant ne pouvait donc pas conserver une autre forme. Le problème paraissait insoluble, jusqu'à ce que je pense aux données biologiques enregistrées dans le télépixelisateur pour que Luigi puisse l'utiliser. En convertissant ces données en signal électrique, j'ai réussi à les transmettre au gluant. Et le résultat était parfaitement conforme à mes attentes. Devant mes yeux impatients, le gluant a pris la forme d'un Luigi encore plus vert. Mon génie n'a-t-il aucune limite? Catastrophe a donc réussi à créer un bonhomme vert, armé d'un ectoblast. Mais maintenant, il faut qu'il puisse le contrôler. Mais comment est-il parvenu? Ça, c'est une autre histoire. Juste avant que le roi Boo ne soit capturé, il fixe Luigi dans les yeux. Cette disposition des personnages est une référence à une affiche promotionnelle présente dans Luigi's Mansion 2. Petite comparaison. Oui, quand on l'a, c'est une évidence même. Pour vous, quelle serait la pire chose qui puisse vous arriver? J'ai envie de vous répondre de finir sans défense face à ces hordes de fantômes. Et si je vous dis que c'est possible? Un internaute a posté sur Twitter cette vidéo. Il joue au mode de la tour hantée. Imaginez avoir la chance de ce joueur, avoir un nouvel aspirateur qui s'envole hors map. Quel dommage. Bolossus est le deuxième ennemi le plus dangereux pour Luigi dans la saga. À ne pas confondre avec le roi Boo. Bolossus est une fusion d'énormément de boue de taille classique afin d'être beaucoup plus puissant. Cet ennemi fait sa première apparition dans Luigi's Mansion premier du nom. C'est un boss obligatoire pour atteindre le roi Boo, mais depuis 2001, aucune nouvelle de cet être maléfique, jusqu'en 2019, à la sortie du jeu. Vous pouvez combattre Bolossus en boss secret à la fin de la tour hantée. Ses attaques sont identiques au roi Boo combat à la fin du jeu, et il n'est pas plus difficile à battre. La seule différence est que cette fois-ci, vous pouvez le battre en ligne avec 3 autres amis. Alors c'est quoi 99,99 ? C'est en fait le prix d'un produit dérivé qui est sorti en même temps que le jeu. C'est une figurine à l'effigie de Luigi et de son ecto-chien. Je l'ai mis dans cet iceberg car d'une part, c'est un produit extrêmement peu connu du grand public. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y en a seulement 3000 dans le monde. Cette figurine a été commercialisée le 18 octobre 2019, soit environ 2 semaines avant la sortie du jeu. À l'heure actuelle, toutes les copies ont été vendues. Bonne chance pour en trouver. Luigi était dans un manoir géant, dans plusieurs manoirs à thème, puis même dans un hôtel. Donc la question est de savoir quelle serait la prochaine étape. Au-delà du fait que dans Luigi's Mansion, on a la mention du mot mansion, qui est manoir en français, cela ne veut pas forcément dire que ses prochaines aventures seront forcément dans un manoir. On nous l'a bien prouvé avec ce troisième jeu qui se passe dans un hôtel. Diverses vidéos sur internet proposent plusieurs idées de où cette aventure peut bien se dérouler. Imaginez Luigi, dans un immense centre commercial. Pourquoi pas, il y aurait de la place. Les magasins peuvent faire office de thème pour diversifier le jeu et ça peut permettre de donner un petit vent de fraîcheur. Imaginez une boutique de jouets. Bon, ça c'est l'idée d'un youtubeur, il se nomme Zerdo si vous voulez. Imaginez Luigi, devenu minuscule, à l'image du premier boss dans le premier jeu, face à un fantôme fan de jouets lui balançant des ballons, des quilles ou même des boîtes à jouets. Ce combat de boss peut être très amusant et flippant s'ils osent utiliser des poupées glauques. D'autres ont proposé un bateau, à l'image du bateau de Daisy, un parc d'attractions abandonné, enfin bref, plein de choses. Personnellement, ce que j'adorais, c'est un Luigi's Mansion avec plus de gameplay à l'extérieur, à l'image du deuxième jeu devant le manoir ou dans ses différentes cours. Non, pas que ça. Imaginez un chalet abandonné, dans une forêt obscure, et Luigi aurait une phase de découverte à l'extérieur.
Les fantômes pourraient attaquer n'importe où, ça peut être bien marrant. Mais comment tout cela se représenterait? On a quelques idées de lieux, mais pour l'histoire, Mario serait toujours capturé, ça c'est inévitable. Mais qui accompagnerait le roi Boo dans ce troisième opus? Et si je vous propose Embuscade? C'est pas parce que je l'aime bien, mais c'est parce que Next Level Game a laissé une porte ouverte pour emprunter ce chemin. À la fin du jeu dans les crédits, nous pouvons apercevoir le roi Boo et Embuscade enfermés, tous les deux dans une boîte dans la même étagère, montrant qu'ils ne sont pas prêts de se quitter d'aussitôt. Encore une radio cachée, mais celle-ci est plus discrète. Elle est cachée dans une des salles de bain de la suite RIP. Voici quelques extraits. Sympathique, n'est-ce pas? Avez-vous regardé l'iceberg de Luigi's Mansion 2? Si oui, vous savez où je veux en venir. C'est la même histoire dans ce troisième opus. Prenez les noms en anglais de tous les différents types de fantômes qui existent dans le jeu. Pour les citer, nous avons le Hammer, le Hauser, le Slinker et le Trapper. Et si nous regardons la première lettre de chaque fantôme, bingo, l'easter egg se répète. On a le mot Ghost caché. Dans cet étage, nous pouvons voir en surabondance des tonnes de tomates. Il y en a dans des barils entiers, dans des boîtes, mais aussi par terre. Partout où on peut en stocker, il y en a en réalité. C'est une référence à l'époque romaine. Les gens les jetaient dans le Colisée quand ils n'étaient pas satisfaits du spectacle qu'ils venaient de regarder. Le thème de l'étage le confirme aussi beaucoup, avec une énorme arène où Luigi relèvera le défi d'un gladiateur très puissant. Petit moment détente de l'iceberg. J'ai noté cette histoire dans mes recherches. Et quand je suis allé voir la source pour me rappeler du sujet, je suis tombé sur cette image. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Peut-être avec un photomontage il chevauchera l'ectochien. Et après vérification, j'ai trouvé la source. Alors oui, savez-vous qu'il est possible de chevaucher l'ectochien? Littéralement. Rendez-vous dans le hall d'entrée, et après avoir capturé vos 2 premiers fantômes, un bug très aléatoire apparaît. Votre chien restera coincé entre vos 2 jambes. La seule manière d'arrêter le bug est de redémarrer le jeu et de recapturer ces fantômes. Après, si vous préférez rester comme ça, je ne vous juge pas. L'agent de sécurité. Le fantôme maladroit de tout à l'heure se nomme Cruller, en Amérique. C'est un jeu de mots sur Cruller. Traduit en français, ça donne le type au beignet. Sir, will this work for you? I can't seem to find my license, but... You have a good day, sir. J'ai vraiment besoin d'expliquer le rapprochement? Dans la plupart des films de Morty, Luigi joue toujours le rôle du héros, défendant un château et aidant Luigi contre cette sorte de Godzilla. Mais pour avancer à un moment donné, Luigi va jouer le rôle dans un film où une maison brûle, et lorsque les pompiers arrivent, vous devrez les empêcher d'accomplir leur devoir en les aspirant. Heureusement que ce n'est qu'un film, non? Une entrée plus family-friendly, prenez l'ascenseur et montez à l'étage 14, et dirigez-vous vers la gauche. Maintenant, essayez d'aspirer les disques accrochés sur le mur. Le bloc vous crachera une gemme. Déjà, la référence est très mignonne et inattendue, surtout pour un jeu où Luigi ne saute pas. C'est la seule exception de toute la licence, et ils ont pris l'occasion. Personnellement, je l'ai découvert durant ma partie, et cela m'a laissé un petit sourire. À quelques endroits dans le jeu, vous aurez comme mission de sauver des Toads, piégés par le roi Boo. Durant votre route pour rentrer au laboratoire, il arrive que des fantômes vous attaquent. Particulièrement ce fantôme-là.
Ce fantôme violet peut attraper votre Toad et littéralement le kidnapper dans une autre dimension. C'est juste flippant de voir ça. Pour empêcher cela, il vous suffit de lancer une ventouse sur le fantôme et le portail se refermera. Dans le sous-sol, au moins 2, face au boss mécanicien, il existe un bug qui permet de vous la couler douce avec le fantôme. Tout ça grâce à votre canard en plastique. Regardez, il n'y a pas vraiment de moyen d'expliquer comment faire ça. En gros, le boss se fait piquer par les rebords pointus de la piscine, mais l'élément qui ne devrait pas rentrer en compte, c'est qu'on se fasse piquer en même temps. Ce qui fait que nous rejoignons le boss qui finit dans le boss... Enfin bref, c'est un cas assez spécial et très rare dans le jeu. C'est un sujet important dans la communauté, mais qui peut étonner les moins fans de la licence. Dans les jeux Luigi's Mansion, et particulièrement sur le 2, Luigi découvre l'existence de portails violets ramenant dans une dimension paranormale. Pourquoi paranormal, me diriez-vous? Ces portails ont l'air de faire office de porte entre le monde de l'univers Mario et le monde paranormal. C'est ici où le surplus de fantômes vit. Oui, le monde de cet univers ne peut pas contenir un énorme nombre de fantômes dans une petite zone. Dans Luigi's Mansion 2, il existe une mission juste avant d'atteindre le roi Boo qui se nomme Chaos Paranormal. Cette mission commence par Luigi prêt à affronter le roi Boo devant un énorme portail. Alors que Luigi s'apprête à y entrer, un nombre incalculable de fantômes en sort. Le professeur choqué du pic d'activité paranormale appelle Luigi en urgence et lui dit que si ce pic ne redescend pas très rapidement, il y aura un effondrement dimensionnel de tout l'univers Mario. Oui, rien que ça. Heureusement, lors de la fin du jeu, Luigi et le professeur arrivent à capturer tous les fantômes et à les enfermer dans ces dimensions. Étonnamment, nous entendrons plus jamais parler clairement de cette dimension paranormale dans l'univers Mario, ainsi que dans Luigi's Mansion 3. Quoique... En réalité, nous ne pouvons pas savoir sur l'avenir de ces portails, mais nous avons des indices du passé, dans d'anciens jeux créés par Nintendo. Comme candidat, nous avons en premier une course de Super Mario Kart, Ghost Valley. Oui, un jeu sorti en 1992. Nous avons défini que la dimension paranormale était une dimension vide, à quelques exceptions près, habitant uniquement par des fantômes. Ghost Valley est un tas de planches accrochées l'une sur les autres en lévitation sur le vide. La musique de cette course est très étrange, et les seuls résidents de cette course visibles par le joueur sont des fantômes, des milliers de fantômes. Cela implique que oui, cette course s'agit bien d'une version de la dimension paranormale. En sachant que le combat final de Luigi et du roi Boo à la fin de Luigi's Mansion 2 se fait dans cette dimension, les ressemblances avec Ghost Valley sont étonnantes. Lorsque le roi Boo poursuit Luigi, cela se déroule dans une sorte de couloir en bois sombre avec des références des manoirs antérieurs. Oui, la ressemblance est évidente avec Ghost Valley. Après tout ça, nous n'avons aucune nouvelle de cette dimension paranormale, du moins pas jusqu'au 31 octobre 2019, soit la sortie de Luigi's Mansion 3. Lorsque vous jouez au mode histoire classique du jeu, en fait, vous ne trouverez aucun signe des portails violets. La vérité, c'est qu'il faut chercher plus loin. Dans les modes multijoueurs, un mini-jeu particulièrement. Le but est de finir la partie avec le plus de points. Afin d'avoir des points, il faudra capturer des fantômes. Mais, si vous faites attention, ces fantômes ne sont pas déjà sur place, mais apparaissent de cette sorte de portail, indiquant clairement qu'ils sortent d'une dimension paranormale. Mais pourquoi le portail est bleu ? Subtilement, le jeu propose de tout nouveaux types de fantômes, sans compter les bouts. Mais la plupart d'entre eux sont extrêmement similaires à ceux de Luigi's Mansion 2. Par exemple, ces fantômes sont comme les Scarpions, ce sont les types de fantômes classiques avec la santé mentale la plus faible. Ils utilisent tous les deux des armes ou des protections contre l'ectoblast de Luigi. Ces fantômes-là sont comme des cache-cacheurs. Ce sont tous les deux des fantômes maigres qui se cachent dans les meubles et jettent des objets sur Luigi pendant qu'il est occupé à capturer d'autres fantômes. En ajoutant qu'ils jettent des bananes de la même façon que le cache-cacheur et du fantôme poubelle du premier jeu. Ces fantômes-là sont la pâle copie des gros bras. Étant tous les deux des fantômes rouges avec des attaques physiques et brutales, leurs visages sont d'ailleurs quasiment identiques. Et ceux-là peuvent se comparer aux qui fait peur, ils ont tous les deux la même procédure d'attaque. Ils tentent d'attaquer Luigi par derrière et le faire peur. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de différence flagrante entre ces deux jeux. Tout a été recyclé. Après tout, on ne change pas une équipe qui gagne. Voici un petit détail caché.
Après avoir libéré le professeur qui était coincé dans sa peinture, essayez de le flasher avec votre lampe. Par réflexe, le professeur effectuera 3 poses différentes. La première pose montre un professeur sans ses lunettes, oui ses yeux ne sont que des petits points, et parmi les 2 autres poses, il imite la célèbre pose de Marilyn Monroe, debout sur une bouche d'aération. Quand on a la référence en tête, on finit par penser qu'à ça. Au 14e étage de l'hôtel, vous verrez une piste de danse. Classique me diriez-vous. Mais si je vous dis que quelque part dans cet étage se cache un énorme coffre-fort. Lorsque vous sortez de l'ascenseur, marchez sur tous les blocs gris pour qu'ils se transforment tous en verre. Un escalier caché s'ouvrira alors. Descendez-les et voici ce que vous trouvez. Un énorme coffre-fort protégé avec des barreaux de métal où on peut voir énormément de pièces, de billets et aussi de lingots. Pour traverser ces barreaux, il suffit d'utiliser Luigi. Vous voilà à présent riche. Chaque jeu possède ses secrets de développement, des items de test ou autres objets de test. Mais ici, nous avons découvert un menu entier de tests intégré dans le jeu lui-même. Ce menu se présente avec une liste de dossiers et de fichiers. Chaque dossier ou fichier semble correspondre à un niveau en développement. Par exemple, en lançant un, vous tomberez sur l'étage du studio, mais avec des éléments du décor en moins, et une refonte d'éléments sonores qui font froid dans le dos. Il y en a énormément. Beaucoup sont des modifications mineures comme des sortes de tests de développement. Puis après, on a ce fichier. Luigi tombe dans un monde vide avec un ciel noir obscur. Il peut se balader à sa guise et sortir des limites de la caméra. En analysant les éléments présents du paysage, on peut supposer que nous nous situons sur une route à côté de la pancarte annonçant l'arrivée imminente au manoir. Mais pourquoi ? Cette map n'aurait rien à apporter au scénario. En utilisant un visionneur de cartes, nous savons qu'il n'existe pas plus de texture que la zone que nous observons. Mais Luigi arrive bel et bien à marcher hors map ? Tout à fait. Il marche sur une collision déjà faite, mais qui nous cache simplement un vide infini. Sur les maps cachées, il y en a une seconde extrêmement intéressante. Il existe une carte où Luigi peut se balader devant l'hôtel en forme normale. Les collisions sont à peu près là, mais dans la globalité, ça fonctionne. Je vous ai dit qu'il peut exister des secrets de développement liés au test des items. Ce n'est pas pour rien. Un des fichiers ramène sur cette carte. Il est très clair que nous voyons les différents objets jouables dans la tour hantée. Les objets sont tous récupérables et fonctionnent. Sauf un. Si vous touchez la boussole qui arrête le temps, cela fera crash votre jeu. Et pour finir sur une map cachée, voici celle qui est pour moi la plus glauque et la plus indescriptible de tous. Luigi apparaît dans un monde totalement plat et gris avec des blocs verts placés de manière totalement aléatoire. On voit au loin, sur le coin supérieur gauche, que les blocs verts se multiplient, mais Luigi n'a pas accès à cet endroit. Mais tous ces petits mondes ne devraient pas être à la vue des joueurs. C'est pour ça que durant l'année 2022, Next Level Game a sorti un patch pour supprimer ces maps des fichiers du jeu à tout jamais. À la fin de Luigi's Mansion 2, Lectochien regagne ses pupilles. Mais pourquoi dans le 3e jeu il les a plus ? Tout le long du jeu, Lectochien n'avait pas ses pupilles. Idem pour tous les fantômes de la vallée, parce que le rabou avait brisé et dispersé tous les fragments. Mais à la fin, Luigi retrouve le dernier fragment et les remet en place, et tous les fantômes regagnent leurs pupilles, signes qui sont inoffensifs à nouveau. Mais pourquoi Lectochien les repère dans le 3e opus ? Voici une théorie qui pourrait tout expliquer. Lectochien est d'un naturel gentil, et il est là pour s'amuser. Il n'attaquera jamais le joueur tout le long du second jeu, hormis une attaque de léchage-compte. Après, c'est affectueux, ce n'est pas censé nous nuire. La lune noire a la particularité d'atteindre uniquement les fantômes de la vallée des ombres. Mais lorsque Lectochien en sort pour arriver à l'hôtel du 3e jeu, il n'est plus dans sa zone de contrôle. Ce qui pourrait expliquer qu'il ne possède pas de pupille, étant comme je l'ai dit gentil à la base. Et nous voyons, à ce moment-là, le vrai caractère du chien fantôme. Ces petites bouboules. Derrière leurs larmes et leurs inquiétudes se cache une toute autre source de bonheur. Les maltraités, voyons. Toutes les personnes qui ont déjà joué à un Luigi's Mansion savent de quoi je parle. Essayez de balancer des Toads sur des murs en briques ou de les flasher dans les yeux. Et vous verrez leur réaction. Ils ont l'air de beaucoup apprécier ça.
Surtout l'iceberg, je pense que c'est mon préféré. Comme tous les jeux, il y a ce qu'on appelle des unusettes comptantes, des éléments non utilisés pour la version finale, pour la faire courte. En fouillant dans les fichiers du jeu, un youtubeur du nom de Orange Luigi a fait une découverte étonnante. Il a découvert diverses musiques totalement inutilisées, et l'une d'entre elles est, à mon avis, une masterclass. Je vous la laisse 10 secondes. La musique était censée être jouée lors de la bataille de danse face au DJ. Personnellement, j'aime beaucoup. Commençons par qu'est-ce qu'un poltergeist? C'est l'équivalent en français de la génération des ectoblasts. En gros, c'est l'aspirateur de fantômes. Les fans durs de la série auront normalement déjà compris le problème. Le professeur Catastrophe est le concepteur de ces aspirateurs. Il a construit dans le premier jeu l'Ectoblast 3000, puis l'Ectoblast 5000, et puis l'Ectoblast GLU. Mais qu'est-ce que c'est l'Ectoblast 7000? Dans la chambre du professeur, vous pouvez voir lors d'une cinématique, collée sur le mur, cette affiche, avec la mention de l'Ectoblast 7000. Regardant de plus près, on comprend que les plans représentent l'Ectoblast GLU que nous connaissons actuellement. La théorie la plus logique, après avoir vu ça, est de se dire qu'à l'origine, l'aspirateur devait suivre la suite logique et s'appeler l'Ectoblast 7000, mais ont décidé de changer en GLU. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général la taille de Mario, Luigi et Peach dans le jeu est relativement petite par rapport aux autres humains de la licence. Dans le cas des Luigi's Mansion, les boss ont tous l'air plus grands que Luigi, alors qu'il est quand même qualifié du héros le plus grand entre les deux frères. Si on prend une comparaison entre Ambrebuscade et Luigi, elle semble immense devant lui. Idem pour plus de la moitié des boss du jeu, la différence est folle. On peut partir plus loin en disant la même chose pour le reste de la licence de Luigi's Mansion, mais pas que. La licence Mario entière est concernée. L'exemple de Mario Odyssey est parfait, parce que nous croisons des êtres humains dans le jeu, et regardez-moi la différence de taille immense entre Mario et un humain. Alors les personnages de l'univers Mario sont-ils humains? Là, le doute est permis. Lors de la mise à jour du DLC, Next Level Game a profité pour partager un bouton très intéressant, répertoriant tout plein d'artworks qui ont été utilisés pour le jeu. Nous avions vu tout à l'heure que cela nous avait permis d'identifier clairement l'Ectoblast 7000. Mais voici une autre grosse révélation que ce dossier nous apprend. Nous pouvons trouver deux dessins représentant le hall d'entrée de deux manières différentes. Les deux sont très intéressantes, je trouve. Le premier n'a rien à voir avec le résultat final que nous connaissons. Au lieu de cela, ça nous rappelle le château de Bowser dans Mario Kart 7. Avec la même utilisation de ces nuances vertes omniprésentes qui traversent les fenêtres. Le second ressemble beaucoup plus au résultat final, à l'exception qu'ils sont supprimés une fontaine qui est au milieu du hall. Les couleurs également ont changé, avec quelque chose de plus sombre pour la version finale. Je trouve que découvrir ces artworks sont la chose la plus intéressante que les développeurs pouvaient nous laisser. Mais ce n'est que le début. Ils ont aussi d'autres gros secrets, qui seront révélés plus bas dans l'iceberg. Qui est Biff Atlas? C'est un boss présent dans le premier Luigi's Mansion, mais ce boss a la particularité d'être bien musclé, mais dans sa chambre il y a des tapis de course, des grosses haltères, un punchy ball et tout plein d'équipements lui servant pour faire du sport. Cette pièce cache une clé, qui est indispensable pour continuer l'aventure. Pour la voir, il suffit de faire courir Luigi sur le tapis de course et une clé en sortira. Maintenant, quelle est la référence avec le troisième jeu? Rendez-vous à l'étage de gym et courez sur ce tapis. Et voilà une clé. Oh yeah. Oh yeah. Ha. Retour au sous-sol avec le mécanicien. Lorsque vous allez dans son bureau, regardez le calendrier sur le mur, et vous verrez ceci. Un fantôme rose avec de grands cheveux attachés et habillé avec une sorte de poil de mammouth. Le problème étant que ce fantôme n'a jamais existé dans aucun des jeux de la licence. Son existence reste donc un mystère entier.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un internaute a posté sur Reddit une étonnante découverte, il y a un peu plus de 2 ans. Si vous vous situez dans la pièce pyramidale et que vous vous mettez à un angle très précis, vous pouvez voir cette étrange chose brillante à l'intérieur de la pyramide. Les recherches sont sans suite, et le mystère sur cette histoire reste encore aujourd'hui entier. Il est possible dans le jeu de capturer des fantômes avec Luigi. Techniquement, il a sur son dos un ectoblast, enfin une reproduction, grâce à son corps, qui est en fait lui... Enfin bref, contrairement à Luigi, il ne possède pas de réelles pièces mécaniques, ce qui vient à cette théorie très étrange. Un utilisateur d'un forum de Luigi's Mansion 3 sur Reddit, il s'appelle Cordia Pepsa si vous voulez, a proposé qu'en fait Luigi ne capture pas, à proprement parler les fantômes, mais les mange, devant nous. Mais alors comment Luigi mange les fantômes qu'il attrape? C'est très simple. Il posséderait en réalité 2 bouches, dont une qui est l'entrée de son ectoblast factice. En soi, ce qui n'est pas inimaginable, c'est qu'une sorte de pâte à modeler qui se modèle tout seul. Il fait et change sa physionomie comme il veut. Mais il y a un contre-argument qui existe. Si Luigi mangeait les fantômes, on les verrait dans son ventre, comme les clés lorsqu'il en possède. Mais la réponse que j'ai à vous donner, c'est que là ce ne sont pas des objets physiques qui mangent, ou stockent sur lui comme vous préférez, mais ce sont des fantômes. Des êtres translucides et sans réel physique. Ce qui expliquerait pourquoi nous ne les voyons pas dans le corps de Luigi, après qu'il soit capturé. Après l'histoire du Basher et du qui fait peur du second iceberg, un rapprochement évident peut se faire avec un nouveau fantôme dans le 3e opus. En anglais, ce fantôme se nomme le Warp Slinker. C'est une variante du Slinker du même jeu, mais pour la version de la tour hantée. L'objectif du Warp Slinker est de capturer un Luigi en l'attrapant par derrière et de le téléporter dans une salle aléatoire du manoir. Une tactique qui demande d'attraper Luigi par surprise et par derrière. C'est exactement la même des fantômes que j'ai cités avant. Pour votre culture générale, ce concept s'appelle un Mookvider. C'est lorsqu'une entité, souvent maléfique, téléporte des gens contre leur volonté. Souvent, l'emplacement où la cible se retrouve est le début d'un objectif ou d'une salle, si on veut prendre l'exemple du jeu vidéo. Luigi est moins fort et brave que Mario, parce qu'il aurait été traumatisé étant bébé. Voilà une nouvelle théorie qui vient tout droit de Reddit. Luigi manquerait de confiance en lui à cause d'un événement survenu dans Yoshi Island. Dans ce jeu sorti en 1995, bébé Luigi se fait kidnapper et reste enfermé pendant l'intégralité du jeu. Pendant ce temps, notre cher bébé Mario reste scotché au dos de Yoshi, alors qu'il doit affronter différents boss. Cette aventure aurait donné le goût du combat à Mario, alors que son frère, lui, est resté dans un coin à pleurnicher en attendant du secours. Une épreuve traumatisante qui l'a probablement marqué à vie. Ce qui a façonné le personnage que nous connaissons, peureux et pleurnichard. Le Bowser que nous avons toujours combattu n'est en fait pas Bowser. Du moins, son âme n'est plus Bowser depuis plusieurs dizaines d'années. À la fin de la majeure partie des jeux Mario, Bowser se bat contre Mario et s'en sort jamais victorieux. Il finit soit KO sous les pieds des frères Mario, soit meurt, littéralement. Tombé dans la lave, mort par un trou noir, et j'en passe. La réponse que nous avons pour que Bowser revienne toujours à la charge est qu'il est en fait contrôlé par le roi Boo. Tout d'abord, contextualisons les faits. Lorsque vous combattez Bowser pour la première fois dans Super Mario Bros, Bowser a comme unique capacité de cracher des flammes et de lancer des marteaux, et c'est après ce combat que Bowser tombe dans la lave pour la première fois et meurt, du moins son âme. Après cette expérience tragique, Bowser possède de nouveaux pouvoirs sortis de nulle part, tous très similaires à ceux du roi Boo. Il est capable d'utiliser la magie noire et donc de transformer des objets vivants en objets inanimés. Pareil pour le roi Boo et ses peintures. Mais ce n'est pas tout. Bowser peut également voler dans certains opus. La particularité principale d'un fantôme, il peut aussi se téléporter, et lorsqu'il le fait, il laisse derrière lui une traînée violette, signature du roi Boo dans tous ses opus. Et pour finir, Bowser apprend à utiliser la télékinésie. Ai-je besoin de dire à qui ça peut faire référence ? En dehors de ces quelques indices, le roi Boo aurait un intérêt militaire évident de contrôler le roi Koopa. Déjà, il possède son armée de Boo, mais aussi l'armée de Koopa. Mais me diriez-vous, pourquoi le roi Boo sous forme de Bowser souhaiterait capturer Peach, même encore aujourd'hui ? Pour posséder une troisième armée, ainsi que le royaume champignon. C'est aussi simple que ça. Si la mort de Bowser dans Super Mario Bros vous convient pas, j'ai cette théorie tout aussi folle. Imaginons que Bowser serait résistant à la lave, même un tout petit peu.
Alors voici une fin dans un jeu Mario où sa mort est dans tous les cas certaine. Dans Paper Mario, sorti le 11 août 2000, à la fin du jeu, après avoir battu Bowser, il meurt dans une explosion où le jeu nous indique que n'importe quel être vivant ne pourrait y survivre. En 2001, soit un an après, lors de la sortie de Luigi's Mansion, lorsque vous donnez des objets appartenant à Mario pour que la voyante puisse le localiser, on la voit pendant une fraction de seconde se tétaniser de peur. Elle dit voir Bowser, impossible, il est mort selon ses dires. Selon les dires d'une voyante, oui, ce n'est pas un indice à prendre à la légère. Plus tard dans le jeu, nous rencontrons en effet Bowser en tant que boss final. En effet, il bouge, il attaque, mais quelque chose cloche. Lorsque Luigi envoie des boules explosives sur Bowser, sa tête se détache de son corps et en sort le roi bout. Le corps de Bowser est creux depuis le début du combat. En réalité, nous n'avons actuellement que son enveloppe corporelle, que le roi bout utilise à sa guise, et ça, depuis toujours. Toujours pas convaincu? Ce combat entre Luigi et le roi bout dans Luigi's Mansion, c'est le premier, ils ne se sont jamais vus dans aucun autre jeu. Mais alors pourquoi le roi bout dit ça à Mario? Tu m'as posé tellement de soucis à une certaine époque. Les seuls affrontements que Mario a eu entre Super Mario Bros et Luigi's Mansion 1 étaient que face à Bowser. Ou plutôt l'enveloppe corporelle de Bowser, cachant en fait un ennemi encore plus fort, le roi bout. Avant la sortie de Luigi's Mansion 3, il y avait le remake 3DS du premier jeu, avec la vraie apparition de Luigi. Et puis le remake s'est dispersé, de son objectif de remake. Voici ce qui s'est passé dans ce jeu, scène qui ne s'est jamais déroulée dans le jeu original. Catastrophe a reçu un appel de son lui du futur venant du second jeu. Avec les détails en arrière-plan, on comprend qu'à ce moment-là, Luigi du présent est en quête de sauver son frère, et est donc dans le 4e manoir du second jeu. Catastrophe du futur leur envoie sa nouvelle invention, Luigi. Et petite parenthèse, ce remake est sorti en 2018, donc un an avant la sortie du 3e jeu. Ils nous ont tout dit avant même que le jeu sorte, c'est dingue. Il leur demande de le perfectionner au combat, et donc que Luigi vive sa première aventure avec cet être du futur. Ok, partons du fait que le catastrophe du futur est celui de maintenant. Sinon ça va être trop compliqué à expliquer. Donc le catastrophe de Luigi's Mansion 2, c'est maintenant, en gros. À la fin de la formation de Luigi dans le passé, Catastrophe le ramène à l'époque actuelle et utilise les fantômes du manoir original que Luigi a attrapés et ramenés pour augmenter son taux de pouvoir gluant, et lui donner les capacités que nous voyons dans Luigi's Mansion 3. Maintenant, bien sûr, chaque fois que le voyage dans le temps est introduit dans une histoire, cela complique toujours les choses. Mais heureusement, c'est très simple à décomposer. Il existe actuellement 2 chronologies. La chronologie originale où Luigi a exploré le premier manoir seul, et cette nouvelle chronologie où le passé a été modifié pour inclure Luigi. Déjà, le concept de voyage dans le temps peut créer de nouvelles chronologies. Dans Luigi's Mansion, les nouvelles chronologies écrasent les anciennes. Déjà, on le sait par déduction, mais aussi car tous les jeux Mario fonctionnent comme ça. C'est une sorte de retcon de l'univers si vous voulez. Maintenant, on peut commencer le nerf de la guerre. Si Luigi a capturé tous les fantômes créés par Vanguard dans le premier jeu, alors il est facile de comprendre pourquoi l'énergie du gluant n'existe pas dans Luigi's Mansion 2. Énergie qui font vivre les fantômes de la vallée des ombres. Simplement du fait qu'à la fin du remake, il repart dans le présent avec ceux qu'il a capturés. En supposant que ça soit le cas, on comprend que les fantômes capturés dans la nouvelle chronologie du premier jeu ont canoniquement détruit l'existence des fantômes du second jeu. Ce qui expliquerait pourquoi dans Luigi's Mansion 3, les fantômes libérés par Helen sont des fantômes que Luigi ne connaît pas. Du moins qu'il ne connaît pas dans cette chronologie. Il les aurait donc capturés dans le 2e jeu et que tous les fantômes notables du 3e jeu viennent de Luigi's Mansion 2. Hormis certains détails, le personnel de l'hôtel lui viendrait déjà donc de l'hôtel. C'est une histoire très compliquée. Mais on comprend vite un truc. Catastrophe a chamboulé les chronologies de son monde, et ça pour une nouvelle invention. Normalement, beaucoup ont commencé à découvrir de belles choses. Et si tu connaissais toutes ces histoires, alors tu es un connaisseur de cet univers. Mais à quel point? La prochaine partie va commencer à parler de choses horribles et de secrets que personne ne pouvait imaginer. Notre descente avance bien, car nous arrivons très rapidement dans le fond de l'iceberg. Personne ne s'est posé la question, tant pis, je vais quand même vous répondre. Le journal de recherche nous a appris que Luigi est composé de l'élément 0, le gluant. Comme vous le savez, le gluant est composé de café et d'énergie spectrale.
Déjà, je pense que ça semble bien parti pour être comestible. Mais j'ai des sources plus fiables de cette hypothèse, même irréfutables. En cherchant des informations sur la question, je suis tombé sur cet article de Game Informer. C'était une mini-interview avec les producteurs de la série. Et il leur a posé la question directement. Qu'est-ce qu'on ferait sans de bons journalistes? Déjà, on apprend que c'est la deuxième personne dans le monde qui lui a posé la question. Et surtout, le producteur décrit le gluant comme un bonbon gélatineux. Donc, camarades, si vous comptez manger Gluji, vous pouvez. Faut juste ne pas avoir peur de manger du spectre de fantôme. Voilà sur quoi est basée cette histoire. L'Ectochien est l'acolyte fidèle de Luigi, tandis que l'Ectochat est le bras droit d'Ambre Buscade. Dans l'imaginaire collectif et dans la plupart des fictions, les animaux ont un attachement sur l'identité de la personne. Les chiens sont pour les hommes et les chats pour les femmes. C'est une théorie qui se confirme dans bon nombre d'œuvres. Aussi, généralement, quand ces deux animaux se croisent dans une œuvre, ils sont systématiquement en guerre entre eux. On ne sait pas, c'est comme ça. Tout ça pour dire que l'idée globale des animaux dans les œuvres de fiction, Luigi ne dérogue pas à la règle. C'est un détail intéressant, qui mérite d'être noté. Le roi Bou revient une troisième fois à la charge. Il utilise le même stratagème que le premier jeu et piège Luigi et ses amis. Mais très rapidement, Luigi découvre que le roi Bou l'a piégé et on voit qu'il repossède une gemme dans sa couronne. C'est en effet très bizarre. À la fin du second jeu, Luigi capture le roi Bou et le détache de sa gemme. Cette couronne 3.0 semble avoir des similitudes étonnantes avec celle du second jeu. Déjà par sa couleur et ses effets. Concernant sa taille, c'est différent. La gemme semble beaucoup plus grosse dans le troisième jeu, mais admettons. Le roi Bou possède, grâce à cette nouvelle couronne, une puissance encore plus grande qu'avant. Déjà par la taille, mais aussi lors du combat final. Il utilise quasiment exclusivement ses nouvelles forces. À un point où il est prêt à détruire l'hôtel juste pour que Luigi finisse dans sa peinture. Sa gemme semble aussi avoir un effet sur les fantômes. À la fin du jeu, quand la gemme se détruit, les fantômes redeviennent inoffensifs. Mais si je vous dis que le roi Bou n'est pas le seul à posséder ce pouvoir, il semblerait que la propriétaire de l'hôtel, Ambre Buscade, ait ce pouvoir aussi. Regardez, elle possède un collier, de la même lueur que le roi Bou. Ce qui explique pourquoi elle semble donner si facilement des ordres à tous les fantômes de l'hôtel. On dirait que le pouvoir du contrôle des fantômes dans l'hôtel est divisé en deux. D'un côté, les fantômes notables contrôlés par le roi Bou. Et bizarrement, ce sont les plus ravagés et destructeurs des fantômes. Ils ont vraiment l'air prêts à tuer Luigi à chaque fois qu'ils le croisent. Et puis les fantômes un peu plus banals. Il y a les serveurs et tout le staff de l'hôtel en général. Ils attaquent Luigi, mais pas avec la même intensité que les fantômes contrôlés par le roi Bou. Concernant les Boutiens, eh ben ils sont là. Vous ne les verrez jamais attaquer Luigi comme ça. On dirait presque qu'ils se cachent. Chronologiquement, dans Luigi's Mansion 2, le roi Bou détruit et change les propriétés de la lune noire, normalement positives pour les fantômes. Et la détruit en plusieurs morceaux pour s'assurer que personne va récupérer et nettoyer les différents fragments. La gemme que le roi Bou possède dans Luigi's Mansion 3 est corrompue. À la place d'apporter légèreté et bonheur, elle apporte malheur et manipulation du roi Bou. C'est quelque chose de très sérieux. Ça sort de la bouche du producteur du jeu lui-même. Lors d'une interview durant le 3 de 2019, les producteurs Yoshihito Ibeta et Kensuke Tanabe répondent aux questions de The Verge. Pour ne pas aller trop dans les détails, car nous en reparlerons plus tard, les journalistes et les producteurs parlent des ventes de Luigi's Mansion 2, et puis finissent par cette question. Que signifie ce succès pour Gluji? Gluji étant la version traduite de Guiji pour nous. Et puis nous avons Kensuke Tanabe qui répond. Il pourrait y avoir un spin-off uniquement sur Gluji, avec toutes les couleurs différentes, en ajoutant le nom Guiji Power Ranger. Une un peu plus courte. Le capitaine Tandossi est le boss de l'étage sur le thème des pirates, et est en fait un requin pirate. Mais ce requin n'a pas l'air comme les autres. Il semble avoir une conscience derrière. Une théorie d'un internaute propose que le capitaine aurait été tué lors d'un voyage par un requin, ce qui expliquerait son apparence. Chaque étage a un thème défini, mais certains étages détruisent le RP d'un hôtel normal.
Après tout, nous sommes dans un jeu Mario. Après la suite pharaonique, le musée, la piste de danse et que sais-je d'autres étages surprenants retrouvés dans un hôtel, maintenant regardez ce dessin. C'est un artwork de l'hôtel durant son développement. Et maintenant, si on zoome ici, voici ce qu'on voit. À notre grande surprise, il y a une grande roue, un roller coaster et une montgolfière. Vu la hauteur de l'étage, on peut penser qu'il est censé être entre l'étage 3 et le 5 maximum. L'idée est géniale, et même l'équipe de développement montre que la possibilité de voir Luigi dans un parc d'attractions n'est pas totalement inimaginable. Après tout, cette image montre énormément de détails intéressants. À ce stade du développement, le résultat est encore loin d'être au niveau de ce qu'on connaît. Les voici côte à côte. Je vous laisse mettre en pause si les différences vous intéressent, mais nous descendons au niveau d'en bas. Dans Luigi's Mansion 3, nous avons un boss cuisinier qui se nomme le chef soufflé. Nous pouvons le retrouver dans la cuisine que nous avons vue plus haut dans l'iceberg. Une théorie voudrait dire que ce fantôme a été inspiré du Kitchen Portrait Ghost. C'est pas son vrai nom, mais c'est lui. C'est un fantôme caché dans les fichiers du jeu de Luigi's Mansion premier du nom, et qui n'est jamais sorti. Ce fantôme, comme indique son nom, est aussi un chef cuisinier. Une coïncidence? Peut-être bien. Dans tous les cas, le doute est permis. Et qui sait, ces deux fantômes sont peut-être le même? Les fantômes du jeu nous représentent tous les âges où l'on peut mourir. Il y a des fantômes très âgés, adultes, jeunes adultes, et puis enfants. Et le problème c'est qu'il y a un peu trop d'enfants pour que ça soit des morts rares, en particulier à des minigobs. Après cette constatation, plusieurs théories peuvent surgir. Et la plus évidente est une mort commune à tous, dans un établissement où beaucoup d'enfants peuvent s'y rejoindre. Oui, une école peut le faire, mais cette théorie n'explique pas le nom de cette histoire. Il peut y avoir un autre endroit où cela est possible. Un orphelinat. On peut imaginer qu'il y en aurait eu un dans l'hôtel, ou soit dans les alentours. Un orphelinat brûlé, où les survivants y sont en faible nombre. Ce qui pourrait expliquer le nombre d'enfants fantômes, seuls, entraînés, sans leurs parents. Il est temps de savoir si vous avez bien révisé le chapitre sur le voyage dans le temps. Nous savons qu'après Luigi's Mansion 1, Luigi achète une maison selon l'argent qu'il a récupéré. Le jeu propose différentes maisons et sont listées par rang. Le rang S ou A ressemble déjà pas mal à un hôtel. Vu le nombre de fenêtres et surtout quand on voit celle du remake, on dirait vraiment un hôtel touristique. Mais ce n'est pas tout. En comparant le terrain sur lequel est placé l'hôtel de Luigi's Mansion 3 et le manoir de Luigi, on remarque très vite qu'ils sont placés sur la même colline. Et aussi que le grillage est placé au même endroit. Pour accéder aux deux, ça semble être le même problème. Ces deux énormes demeures sont loin, très loin. D'un côté, on voit Luigi marcher un moment avec sa carte pour rejoindre le manoir du premier jeu. Et de l'autre, on voit une longue cinématique, où le bus traverse des petites routes et des collines pour accéder au manoir du troisième jeu. Et puis on remarque dans la maison de Luigi, dans Luigi's Mansion 2, maison d'un rang plus bas canoniquement dans cette chronologie, qu'on voit la carte pour entrer chez lui. En prenant en compte ces infos-là, les deux bâtiments sont en fait placés au même endroit. Dans l'ordre, on a donc Luigi qui construit son manoir sur l'ancien manoir. Je précise que le premier jeu confirme que le manoir n'a jamais existé et que c'était une sorte d'illusion. Donc c'est complètement possible d'imaginer de construire quelque chose ici. Et puis après Luigi's Mansion 2, il serait parti avec l'Ectochien et vivrait avec Mario et Peach. Dans le château, une maison Todd pas loin, on peut imaginer. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils viennent ensemble, dans le même bus. Et que Luigi habite certainement aussi loin que les autres, car il a une valise bien remplie. Hélène aurait fait construire l'hôtel après qu'il soit parti. Elle est assez influente pour amener des célébrités du monde entier. Alors payer un hôtel pour le roi Boo avec l'amour fou qu'elle porte, c'est pas impossible. Mais pourquoi Luigi aurait pas reconnu l'endroit? Simplement car durant la cinématique d'intro, il dormait. Et vu le trajet qu'ils ont fait, il ne savait plus où il était. Luigi's Mansion 3 est donc la nouvelle chronologie. Chronologie qui a écrasé les autres depuis l'intervention du professeur Catastrophe. Avec l'aide de Luigi dans le premier jeu. Ils étaient donc deux pour récupérer 2 fois plus d'argent dans le jeu, ce qui explique pourquoi dans cette chronologie-là, Luigi aurait eu un manoir digne d'un hôtel.
Dans Super Mario Bros, si votre personnage se trouve au-dessus de l'écran et qu'un objet tombe au même endroit et au même moment dans un trou, vous pouvez le récupérer. C'est un bug mondialement connu, et ce petit bug a permis d'en exploiter d'autres, comme traverser le drapeau de fin grâce à une procédure qu'il faut suivre avec un Koopa. Enfin bref, revenons à notre jeu. Même si je vous dis que ce bug existe dans Luigi's Mansion 3, vous me croirez? Positionnez-vous dans les vestiaires des fantômes à cet angle-là, très précisément, et tirez une ventouse. La ventouse quittera l'écran du haut, mais à la place d'atterrir sur le plafond, elle continuera sa trajectoire en dessous de l'écran. C'est un bug que je trouve très intéressant. Même un peu trop évident, c'est presque à se demander si c'est vraiment un bug ou une référence, non? Même si Gluigi est la plus grande invention du professeur Catastrophe, il n'est néanmoins pas le plus chouchouté de toutes ses créations. En effet, le professeur aime bien mener la vie dure à son humanoïde vert. Pendant le tutoriel où le jeu vous laisse contrôler Gluigi et le tester, si vous décidez de faire bouger Gluigi autour de la flaque d'eau avant d'être censé pouvoir savoir qu'il se décomposera en se mouillant, le professeur vous demandera simplement de le déplacer dans la flaque d'eau, pour l'amuser. Dès l'instant où Gluigi entrera en contact avec la flaque d'eau, vous savez ce qui va se passer. Il disparaîtra. Ah, j'avais oublié ce détail. Pourquoi il en rigole? Un abonné dans les commentaires du second iceberg a proposé une théorie très intéressante. Cet abonné se nomme Dragendo. Il part d'une des théories par rapport à l'image promotionnelle de Luigi's Mansion 2, où l'on voit le professeur Catastrophe, coincé dans un tableau. Le problème étant que, durant tout le jeu, ça n'arrivera jamais. Après les événements de Luigi's Mansion 3, il nous propose un lien, par le fait que le professeur se fait capturer au début du jeu, par le roi Boo. La question qu'il expose est la suivante. Alors, est-ce que ce tableau dans le wallpaper de Luigi's Mansion 2 était un indice précurseur et annonciateur du troisième opus sur Switch? Mais maintenant, on peut pas y répondre, même si la coïncidence est juste énorme. Après tout, comme nous l'avons déjà raconté plus haut, le jeu devait à la base sortir sur Wii U. Le développement du second et du troisième jeu était temporellement étroitement liés, alors pourquoi pas? Connaissez-vous cette légende? On raconte que dans la suite RIP, il n'y aurait pas 8 chambres, comme le montre le jeu final, mais il devait y en avoir 40. Ce chiffre n'est pas une blague. Et vous en doutez, si j'en parle ici, c'est que la légende est vraie, et c'est une histoire folle. Tout vient des artworks du jeu. Après tout, un hôtel normal possède environ une quarantaine de chambres pour un étage. Déjà, si la suite RIP aurait été aussi grande, elle serait devenue l'un des, ou même le plus grand étage de tout l'hôtel. Le problème étant que si on place, par exemple, cet étage à côté de la suite illusoire, il y aurait un problème de proportion évident. Même dans le cas où on aurait agrandi tous les étages de l'hôtel, le jeu aurait été trop dur, trop de surface à explorer. Un étage de 40 pièces aussi n'aurait pas fonctionné pour le gameplay d'un Luigi's Mansion. Imaginez vous balader dans 40 pièces, dans un énorme étage. Ça serait une tâche sans fin, et je ne parle même pas des collectionneurs de gemmes. Si vous êtes un joueur plutôt attentif, vous remarquerez que divers étages abritent des références à Luigi et son aspirateur de fantôme. L'aspirateur que Luigi porte n'est pas un ancien Ectoblast, comme voudrait dire la logique. Oui, c'est l'Ectoblast GLU est représenté partout dans le jeu. Cela voudrait dire que les Boo et le roi Boo auraient eu l'information de l'existence d'un nouvel Ectoblast depuis bien plus longtemps que l'on ne croit. Un peu comme dans certains films d'espionnage, on peut imaginer des sortes d'espions, qui écoutent et suivent les faits et gestes de Catastrophe. Cette idée n'est pas totalement folle, car dans d'autres jeux Mario, plusieurs royaumes possèdent leur service d'écoute, dont Bowser lui-même. C'est avéré dans le film Super Mario. Des mascasses lui font des rapports très fréquemment et mentionnent même le nom des services secrets. Un rapport de nos services secrets, si. Enfin bref, Catastrophe, fais bien attention à toi. Tu es suivi, et ça depuis plusieurs années. La tour hantée. Ce mini-jeu que je parle depuis tout à l'heure et sans même vous dire où, canoniquement, il se situe dans l'univers Mario. La réponse est simple, il n'existe pas. Ou plutôt, elle n'existe pas dans ce monde. La solution la plus plausible est que la tour hantée se situe dans une dimension paranormale.
La tour hantée est un des rares moments de gameplay de tous les Luigi's Mansion qui sont chronométrés. Si vous n'attrapez pas tous les fantômes à temps, vous échouez, et cela créera un effondrement dimensionnel. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Oui, c'est exactement le même scénario que la mission Chaos Paranormal. Et pourquoi dans le titre on mentionne d'autres univers, comme s'il y en avait d'autres? La théorie s'est formée sur la base que la licence, il n'y a pas qu'une seule tour, mais deux. L'un dans Luigi's Mansion 2, et l'autre dans le 3. Pourquoi les mondes doivent être forcément différents? Il y a deux raisons. La première, c'est que les fantômes ne sont pas les mêmes entre les deux différents tours hantées. Et la deuxième est que... Rendez-vous à la salle de sport, puis aspirez un des vélos d'exercice, et vous entendrez une mélodie particulière. C'est une musique venant de la licence de Donkey Kong, du thème du marteau. C'est un petit historique sympa et parfait pour se reposer avant la dernière ligne droite. Quelque chose ne va pas avec le professeur. Quelque chose me fait penser qu'il crée plus de problèmes en premier lieu qu'il en répare. Est-ce que c'est un allié ou un ennemi alors? On va se renseigner sur sa vie et sur son passé, afin de se faire un avis. Dans le passé, on apprend qu'il fait des expérimentations sur les tombes d'un volcan. Il fait des recherches aussi sur la roche du volcan de l'île. C'est tout ce qu'on sait vraiment de lui. On a eu des informations une seule fois, et c'était dans Mario et Luigi les frères du temps. Un jeu Mario où le professeur a créé un appareil qui lui a permis de voyager dans le temps. On peut noter qu'à l'époque, Catastrophe n'étudiait pas vraiment les fantômes, mais plutôt les formes de vie simples. Dans Super Mario Sunshine, Catastrophe a créé deux appareils révolutionnaires. L'un se nomme le Jet, et c'est Mario qui le portera tout le long de son aventure. Et puis l'autre est un pinceau magique que Bowser Jr. détient et qui permet de peindre ce qu'il veut un peu n'importe où. On comprend que c'est une invention du professeur car son pinceau porte tout simplement son symbole. Idem pour le Jet. On peut se dire qu'il lui a volé. Même pas. Bowser Jr. déclare qu'il a récupéré cet objet auprès d'un homme bizarre en blouse blanche. Et il précise de lui-même qu'il ne lui a jamais volé. On lui aurait donné le pinceau. La description semble correspondre à Catastrophe. Je ne vois pas pourquoi on ne le croirait pas. Maintenant, la question qui se pose est pourquoi donner également à Bowser Jr. un pinceau magique qui peut ruiner une île entière? On doit noter aussi que Mario trouve le Jet par terre et se l'approprie. Mais la coïncidence est quand même grande de trouver un appareil révolutionnaire au milieu de la route de Mario qui, par magie, peut effacer les dégâts de Bowser Jr. On a la sensation que tout a été minutieusement préparé. On peut croire que tout cela est un plan précurseur de quelque chose de plus gros. Il semble tester le terrain pour quelque chose. Mais quoi? Il donne à Bowser Jr. et Mario deux appareils qui se combattent parfaitement. C'est juste trop bizarre. En plus de cela, c'est assez marrant que nous ne voyons pas une seule fois le professeur Catastrophe dans tout le jeu, alors que les inventions qu'il a créées sont au centre de l'intrigue. Tout cela semble être un test de quelque chose. Il est assis, quelque part, caché aux yeux de tous, et voit tout ce qu'il se passe. Ça, c'est sûr. On dirait presque une expérimentation géante, non? Parlons du professeur dans Luigi's Mansion. Surtout dans le premier jeu, Luigi a gagné un manoir à un concours qu'il n'a jamais participé. Il entre et rencontre le professeur en pleine capture de fantômes. Bon, déjà sympa le nouveau manoir. La première chose qui cloche est que si Luigi a gagné ce manoir, pourquoi il y a déjà quelqu'un à l'intérieur? Surtout que si on considère que c'est le roi Boo qui l'a invité, pourquoi le professeur se la coule douce dans le manoir? Surtout que quelques heures plus tôt, Mario est entré dans le manoir et s'est fait quasiment instantanément kidnapper. Ce qui ferait penser que l'invitation viendrait en réalité du professeur. Aussi, quand on pense à la situation, c'est un peu bizarre. Catastrophe, qui rentre par effraction dans un manoir abandonné, capture une famille de fantômes sans défense pour les enfermer dans des tableaux dans sa cave. Le pire est qu'il n'a aucune honte à penser à ça. Et maintenant, le plus étrange est que Luigi découvre plus tard dans le jeu une cave remplie de boue enfermée. Sans le savoir pourquoi, il ouvre la trappe et tous les bouts, dont le roi Boo, s'échappent. Un nouveau problème se pose alors. Si le roi Boo et tous les bouts étaient enfermés dans une cave, alors il ne pouvait pas envoyer cette invitation à Luigi. En regardant la cage de plus près, on remarque qu'elle possède plein de petits trous, mais les bouts ne pouvaient quand même pas sortir. Cette cage serait certainement une invention de Catastrophe. Et dernière chose extrêmement illogique, il prétend que ce sont les bouts qui ont libéré les fantômes des peintures, donc que les fantômes étaient déjà dans les peintures.
Alors comment le professeur aurait réussi à les capturer, Fantôme et tous les bouts, alors qu'il supplie à Luigi de l'aider pour un petit fantôme jaune inoffensif? C'est vraiment pas normal. Le professeur Catastrophe semble être une personne relativement égoïste quand on parle de découvertes scientifiques. Voire parfois, il serait prêt à mettre en danger des gens qu'il connaît, et ça, à n'importe quel prix. Chapitre 7. L'achèvement de Luigi. Paragraphe 3. Contexte. Après avoir modélisé le corps de Luigi, son objectif est à présent de trouver un moyen de contrôler son invention. Et c'est pourquoi Luigi reçut une puce spéciale. Par cette puce, j'espérais pouvoir diriger Luigi au moyen d'une manette, ce qui s'avéra un succès. Luigi marchait dans la direction que je lui indiquais au moyen de la manette. Le succès fut toutefois de courte durée, puisque je rencontrais des difficultés en utilisant l'Ectoblast. J'appuyais sur le bouton censé signaler à Luigi d'aspirer avec l'Ectoblast, mais au lieu d'aspirer, Luigi activa le Spectroflash. J'ai dû corriger cette erreur de fonctionnement et Luigi se mit enfin à aspirer, mais il ne pouvait plus s'arrêter, aspirant ainsi en continuant le vide. Je dus alors analyser l'algorithme de la manette pour effectuer des changements de système. Mais rien n'y fit. Dans mon exaspération, je donnai un coup à la manette, et soudain Luigi, qui était en train d'aspirer un mur dénudé, se tourna vers moi. Sans que je puisse crier gare, mes cheveux furent aspirés, et moi avec. Et après quelques secondes, j'étais à l'embouchure de l'Ectoblast, et je sentais que j'allais y passer. Ma propre invention allait avoir raison de moi. Je luttais avec rage pour me libérer, sans y parvenir. Par sa puissance, l'Ectoblast avait surpassé son créateur. Ma tête en grande partie prise dans l'Ectoblast, je finis par accepter l'idée de devoir tirer ma révérence. Mais c'est justement là que mon pied frappa quelque chose au sol. Avant que je puisse comprendre ce qui m'arrivait, je me retrouvai par terre, libéré de mon funeste sort. Je compris que dans mes derniers instants, j'avais par inadvertance renversé une serpillière et son eau. L'eau que contenait encore le seau se répandit, provoquant la dissolution de Luigi et me libérant de l'Ectoblast. Les mots me manquent pour exprimer à quel point je suis heureux de n'avoir pu empêcher Luigi de se dissoudre au contact de l'eau. Hé hé hé. En frôlant de la mort de si près, je compris qu'il fallait que j'abandonne mes travaux. C'était une boutade. Hé hé. Je poursuivis évidemment dans la moindre crainte. J'avais qui plus est une nouvelle idée. Abandonner ma manette et essayer de transférer ma conscience en Luigi. En d'autres termes, je voulais devenir Luigi. C'est la première fois où Luigi a failli tuer Catastrophe, mais il y a une seconde fois. En réalité, cette seconde fois était le premier accident. Il est plus court, donc je le mets à la fin. Chapitre 6. Les points faibles de Luigi. Paragraphe 2. Contexte. Catastrophe a pour objectif de découvrir les limites du gluant et ses faiblesses. Je décidai ensuite de resserrer les liens moléculaires du gluant. J'avais à peine commencé mon expérience qu'un incident les plus malencontreux survint. Tandis que je versais le gluant plus rigide, l'ectochien bondit sur moi, en voyant par ce fait valser la fiole que je tenais. Je n'eus même pas le temps de réagir que j'étais déjà couvert de gluant qui se durcissait tout en coulant sur moi. Le gluant, trop dur pour être simplement détaché, me couvrit les yeux, la bouche et le nez, et continuait à durcir, si bien que j'avais de plus en plus du mal à respirer. En proie à un grand péril, je sortais en courant. Je m'efforçais de respirer, mais la pièce se mit à tourner. Je me réveille plus tard, allongé dans la salle de bain. J'ignore toujours ce qu'il s'est passé. J'ai probablement atteint la salle de bain et allumé la douche pour retirer le gluant. Sans sa vulnérabilité face à l'eau, le gluant aurait bien été ma dernière invention. C'est une théorie qui petit à petit devient claire aux yeux des fans, suite à une mise à jour de Nintendo dans l'un de ses jeux. Dans New Super Mario Bros. Deluxe, ils ont ajouté un nouveau pouvoir, qui est une couronne, qui transforme Toadette en Peachette. Mais ce qui trouble les joueurs, c'est que lorsqu'on lit la description de l'objet, on obtient ceci. Quand Toadette en trouve une, elle peut se transformer en la surpuissante Peachette. Désolé Luigi, seul Toadette peut utiliser cet article. C'est loin d'être la seule preuve de pourquoi les fans pensent ça. Dans Mario et Luigi Superstar Saga, nous pouvons voir Luigi déguisé en Peach, et il semble pas détester ça. Et en ajoutant le fait que Yoshi l'appelle Mama, sa maman donc, dans le dessin animé Super Mario World. Aucun problème, frérot, mais je ne sais pas si j'emmène Yoshi. J'ai pas laissé petit Yoshi tout seul. On obtient donc une théorie qui tient la route. Ça ne peut plus être une simple coïncidence. Toujours vivant? J'espère que vous avez gardé un peu de courage, car la suite et notre dernière couche vont faire fuir les moins courageux. Ce sont globalement des histoires horribles ainsi que des théories qui changeront votre vision globale de l'univers Mario. J'espère que vous êtes bien accrochés, car ça sera la dernière fois qu'on se verra avant la fin. Revenez vite, en un seul morceau, je vous en prie.
Chaque œuvre trouve à leur manière une façon d'identifier ses personnages. Par exemple, les personnages animés se différencient par leur couleur de cheveux. Chacune de ces couleurs ou coiffures désigne la philosophie du personnage. Et pour le cas des jeux vidéo, pour savoir qui parle, les développeurs utilisent la couleur du texte afin de l'attribuer à un personnage. Enfin bref, il existe 1001 façons d'identifier un personnage à une couleur. Et si c'était le cas dans les Luigi's Mansion? En effet, il existe dans la communauté une color theory. Cette color theory veut nous expliquer que la couleur des fantômes a une répercussion sur son caractère, et tout rentre étonnamment bien ensemble. Prenons un exemple, le rouge. Voici deux fantômes rouges. La color theory nous explique que les fantômes rouges sont forts, dynamiques, déterminés, passionnés. C'est littéralement ce que sont ces fantômes, des gros bourrins déterminés qui font très mal aux joueurs. Maintenant prenons le bleu. Voici deux fantômes bleus, et si vous avez joué au jeu, vous avez déjà compris que c'est exactement ce que sont les fantômes, de confiance et loyal. Les enfants adorent les tours de magie, mais pour que ces enfants ne voient que du feu, ces magiciens se doivent d'être des professionnels dans leur métier. Un tour raté et il existe 1001 façons de mourir sur scène. J'en fais pas la liste, il existe des vrais magiciens morts durant leur tour de magie. Et si c'était le cas pour un trio dans le jeu, voici Nikki, Lindsay et Ginny, les trois magiciennes de l'étage de la suite illusoire. Elles hantent le 12e étage et nous comprenons vite grâce à leurs baguettes et surtout le décor qu'elles sont maîtres dans la matière. Ou pas totalement. Et si ces trois fantômes sont en fait là, en face de nous, car ils ont commis une faute impardonnable, mourir lors d'un spectacle. Cela expliquerait plus de choses sur leur personnalité de fantômes. Tout d'abord, ce qui est évident, c'est que ces trois magiciennes sont très jeunes, assez pour les confondre avec des enfants. On peut en déduire qu'elles peuvent être que nouvelles dans le domaine et donc ne pas avoir suffisamment d'expérience pour des tours assez compliqués. Mais ne trouvez-vous ça pas bizarre? Lorsque nous nous baladons dans leurs étages, on remarque un bon nombre de matériel destiné à faire des tours de magie ainsi qu'une scène. Pour une jeune compagnie, ça en fait du matériel. Tout ça porte à croire que ce trio de magiciennes aurait eu une mort tragique, lors d'une représentation. Transpercé par des pics, noyé dans un aquarium, ou coupé en deux par une scie. Après avoir battu l'agent de sécurité dans l'étage des boutiques, en précisant que ce boss est battable uniquement avec Luigi, vous verrez Luigi dire après la capture « Je l'ai fait », tout en étant à l'extérieur de l'arène. En mode coopératif, c'est différent. Lorsque Luigi, contrôlé par la deuxième manette, gagne le combat de boss, vous aurez comme avant Luigi qui dira qu'il a réussi, mais sorti de nulle part, Luigi dira la seule phrase entendue dans le jeu venant de sa voix « Je l'ai fait ». Luigi, tétanisé, se retourne, en comprenant que, peut-être, Luigi ne serait pas seulement un morceau de liquide, mais qu'il possède, en réalité, une âme et des sentiments. Embuscade. À quel point son amour était forte pour le roi Boo. Le professeur nous révèle, au début du jeu, qu'il était attiré à l'hôtel sur la promesse de rencontrer une collection de fantômes venant du monde entier. Effectivement, parmi ceux que Luigi rencontre, il y a un chef français, un pianiste allemand, un roi écossais, un réalisateur italien, une ancienne reine égyptienne et même un homme des cavernes. Bien sûr, rien dans l'invitation disait que les fantômes étaient en captivité ou qu'ils étaient amicaux. Mais toutes ces figures nationales, y avait-il un intérêt de tous les ramener, puis d'en faire un massacre? En réalité oui, un seul intérêt, qui, je pense, ne nécessite pas autant d'efforts. Piéger le professeur. Il est probable que l'ordre de capturer Karl Tastroff venait du roi Boo, et pour montrer son amour, elle semble avoir vu en grand, peut-être un peu trop en grand. J'ai parlé tout à l'heure de dimensions paranormales. Mais maintenant, nous allons parler de mondes parallèles. Je mets les choses en place, ça n'a rien à voir. Dans le cas du monde de l'univers Mario, les dimensions paranormales sont un monde totalement indépendant et souvent différent, ayant ses propres lois de l'univers. Alors qu'un monde parallèle est un monde au premier abord identique au monde dit normal, mais avec des modifications d'événements sur la chronologie d'une œuvre. En ayant ces informations en tête, nous pouvons commencer. Dans l'univers Mario, il existe d'innombrables histoires impliquant des changements de temporalité, de dimension et de mondes parallèles.
Un seul homme est capable de se balader dans tous ces mondes. C'est l'un des hommes les plus puissants de l'univers Mario, le professeur Catastrophe. Tout part du fait que Luigi's Mansion Remake existe. En bidouillant la chronologie, on peut partir du fait qu'elle reste très similaire. Sauf qu'elle ne se termine pas avec Mario Galaxy. Maintenant, vous me demandez pourquoi je parle de Mario Galaxy. Vous allez comprendre. La théorie part du fait que le remake existe dans le monde de Mario Galaxy. Dans un monde qu'on pourrait qualifier de parallèle. Pour revenir à notre surhomme scientifique, c'est le seul personnage à notre connaissance de l'univers Mario qui est capable de traverser le temps et les dimensions, et qui peut connaître la temporalité où le monde de Mario Galaxy se fait avaler. La première théorie est qu'il était en quelque sorte capable de garder sa mémoire de son monde initial lorsque l'univers était détruit. Il aurait peut-être pu prédire que le réacteur de Bowser deviendrait un ultra trou noir qui détruirait toute lignée temporelle et inventerait un nouveau appareil pour protéger son esprit lorsque l'univers se réinitialiserait. Celle-ci est la moins probable des théories, mais écoutez celle-ci. La deuxième théorie est qu'il a trouvé la chronologie de Luigi's Mansion Remake. Il est possible que le professeur ait trouvé la chronologie en testant la machine à voyager dans le temps qu'il a fabriquée dans Mario et Luigi les Frères du Temps. Il a probablement aussi appris sa disparition malheureuse et celle de tous ses amis dans cette chronologie. Maintenant, alors qu'il connaissait l'autre monde, il a gardé cette information un certain temps. Ce n'est qu'après Luigi's Mansion 2, maintenant que le professeur Catastrophe et Luigi apprennent la dimension paranormale et son incroyable danger, que le professeur se rend également compte qu'il ne peut pas poursuivre ses recherches seul. C'est pour cela que, pendant que le professeur continue à rechercher la dimension paranormale, il décide d'envoyer son prototype Luigi à l'autre chronologie, et là on parle du remake. Cela explique également pourquoi seul Catastrophe a un souvenir de Luigi, et voilà. C'est comme ça que Super Mario Galaxy n'est jamais arrivé et n'a donc jamais explosé. Les étages sont des dimensions de poche. Luigi's Mansion 3 est localisé principalement sur l'autel du repos éternel. Bien que cet hôtel ait une taille démentielle, il est physiquement impossible de placer tous les étages que Luigi parcourt tout au long du jeu. La proportion principale que nous avons est la taille de Luigi lorsqu'il entre par la porte principale. En ajoutant les détails sortant des murs de l'hôtel et particulièrement ces plans qui en montrent beaucoup. Selon ce plan, la pyramide de la suite pharaonique serait visible depuis l'extérieur. Et en plus de cela, on nous montre qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se déplacer autour, alors que dans le jeu... La théorie de toutes ces incohérences la plus probable est que chaque étage ne serait pas dans l'hôtel. Après tout, qu'est-ce qui nous prouve que l'ascenseur est un vrai ascenseur ? Nous n'avons aucune idée de l'extérieur à ce moment-là. Pour partir plus loin, on peut imaginer que ces pièces seraient dispersées dans la dimension paranormale, impliquant la quantité énorme de fantômes et un changement des lois de la physique. Ces étages seraient contrôlés par le roi Boo à sa guise, ce qui expliquerait les thèmes étonnants de certains étages d'un hôtel. Sérieusement, une pyramide dans un hôtel, c'est normal ça ? Mais le roi Boo a dû commettre une erreur quand il a mis en place son piège maléfique. Luigi a réussi à atteindre le monde normal avec l'étage du quartier d'Ambrobuscade. Et étant à la dernière défense du roi Boo, Luigi arrive à la vaincre et l'atteint. Et après, vous connaissez la suite. Une théorie par Tsurigino. Les Boos existent depuis la nuit des temps dans l'univers Mario. Mais comme tous les fantômes, on pense directement à leur état d'avant-mort, et donc n'importe qui par réflexe peut se questionner sur la vie passée des Boos avant qu'ils meurent. Nous connaissons l'origine de ces Boos. Selon une théorie très célèbre et pas encore démantelée, les Boos seraient des Toads morts. On peut arriver à cette conclusion par élimination. Des Goombas morts sont des Goombas squelettes, des Koopas morts sont des Skullrex, et les Chip morts sont des Piranha squelettes. Alors pourquoi pas imaginer que les Boos sont des Toads morts ? Leur apparence en plus correspond bien. Les Boos sont ronds comme des ballons, idem pour la tête des Toads. Alors pourquoi pas ? Mais ça va encore plus loin. Les seules informations officielles que nous avons sur les Boos sont dans Paper Mario et la porte millénaire. Lorsqu'on parle à Goombario, un Goomba fan de Mario lui dit que les Boos étaient probablement des marchands avant d'avoir leur forme actuelle. Nous sommes donc sûrs que les Boos ont déjà vécu. Et devinez quoi ? Dans la plupart des jeux Mario, les Toads sont considérés comme des marchands. Ils sont vraiment partout dans ce rôle et dans tous les genres de jeux Mario. Mais pourquoi les Toads voudraient tuer Mario ? Au final, c'est très simple. On apprend sur un des guides de Super Mario Bros. Premier du nom que les Toads ont été transformés en briques par des Koopas. Et c'est Mario qui les aurait achevés en cassant ces briques. Et ils auraient envie de les tuer par vengeance. Ce qui explique pourquoi les Boos ont peur de Mario. Ça ne vous suffit pas, hein ? J'en ai un autre d'argument. Et il vient du Toad Show. Déjà, j'ai découvert ce show en faisant mes recherches sur la question. Spoiler, ils meurent tous à la fin. Vraiment, Rip Mario, Bowser et Kamek. C'est horrible.
Durant un épisode, on découvre une boue femelle qui s'appelle Teresa. Elle est amoureuse d'un Skullrex. Tout ce qu'on sait sur elle, c'est qu'elle n'est pas humaine. Les deux formes non hostiles dans ce monde sont les humains et les Toads. Si elle n'était pas humaine, c'est donc un Toad. On sait aussi qu'elle serait morte après que Mario ait mangé un champignon. Teresa est revenue à la vie sous forme de boue. Cette histoire se serait déroulée durant plusieurs décennies. Un amour détruit, une brique détruite, et une âme en quête de vengeance en liberté. Tout ça, c'est ce que dit le Toad Show. Je n'ai pas trouvé d'illustration de ce show, mais je sais qu'il existe. Car un wiki a été créé à son nom, et puis en cherchant plus loin, j'ai découvert ça. Teresa, le Toad mort, par Mario existe. Et voilà la preuve irréfutable. Chez nous, ces êtres sont appelés des boues, mais au Japon, on le lit Teresa. Pourquoi le show précise que Mario a mangé un champignon avant qu'elle se souvienne d'avoir été achevée? Parce que pour détruire une brique, Mario doit être dans sa forme super. Alors, maintenant que nous savons que Mario a été kidnappé par des boues durant les jeux Luigi's Mansion, c'est qu'ils ont été plusieurs fois à rien de réussir leur vengeance, non? Alors, R3 étoile 34 est un site de banque d'images gratuite de pornographie. Si vous connaissez, gardez-le pour vous. Mais pour le bien de la vidéo, je brouillerai le nom. Dans la barre de recherche, il est possible de trouver des résultats sur un peu tous les œuvres qui existent, particulièrement d'animés et de jeux vidéo. Et particulièrement une tonne d'images liées à Luigi's Mansion 3. On peut y retrouver des romances plus ou moins tactiles de boss du jeu collés fort entre eux. Et aussi des images de Luigi ayant un intérêt étonnant pour son propre chien de compagnie. Je ne l'illustrerai pas, je ne cherche encore moins même pour vous l'illustrer. Mais ce sont des choses qui existent, même dans un jeu de seconde zone qui est Luigi's Mansion. En partant du fait que le roi boue semble être le seul assez puissant pour ouvrir un portail vers une dimension paranormale, et en plus ces portails sont bleus et non violets, alors d'où viennent ces portails bleus? Lorsque vous atteignez le sommet de la tour hantée, nous combattons le serviteur le plus fiable du roi boue, Bolossus. Comme nous le savons, Bolossus n'a jamais manqué une occasion de venir aider le roi boue. Il est probable que le roi boue a essayé de conquérir le royaume champignon et de capturer Luigi dans l'hôtel. Il a donné une partie de son pouvoir à Bolossus, ce qui expliquerait pourquoi ses attaques sont très similaires au roi boue pendant l'affrontement. Le roi boue aurait probablement créé la tour hantée, ce qui semble plausible vu ses antécédents dans Luigi's Mansion. C'est lui qui a créé le manoir pour rappel. Le roi boue avait alors demandé à Bolossus d'ouvrir des portails venant de cette dimension paranormale, afin d'avoir un plan de secours qui consistait simplement à mettre en place un effondrement dimensionnel. Notons que dans les fichiers du jeu, et ça c'est un sujet à débattre, Luigi bat Bolossus 20 fois, ce qui implique que le roi boue aurait fait 20 tours hantées, et si Luigi les aurait toutes fait, il aurait traversé 400 étages, en étant chronométré afin de sauver le monde, à l'image d'un chaos paranormal. Mais après tout ça, les portails restent néanmoins bleus. Mais pourquoi? Nous savons que l'énergie magique du roi boue est de couleur violette. L'énergie de sa couronne, sa langue et ses attaques indiquent tous une appartenance au violet. Cela voudrait dire que l'énergie de Bolossus serait bleue, et c'est pourquoi les portails des mini-jeux sont bleus. Le combat face à Bolossus le montre dans ce sens. Il y a du bleu partout, par rapport au roi boue avec une surabondance de violet. Enfin bref, tout ça inclurait que Luigi a sauvé le monde 21 fois, donc avouons-le, le roi boue ne capturera jamais Luigi, et ne provoquera jamais d'effondrement dimensionnel. Bien que je me demande si le con est dans la dimension paranormale et observe toutes les tentatives de destruction dimensionnelle. Luigi, avec sa composition à la fois liquide et solide, peut se faufiler dans des espaces restreints pour accéder à des zones autrement inaccessibles. Pendant ce processus, Luigi devient inerte et mou, ce qui crée une confusion quant à la nature exacte de l'échange d'âmes. Monsieur Tanabe pense que Luigi est simplement évanoui, suggérant que les deux corps partagent une seule âme qui circule entre eux. En revanche, Ikebata offre une perspective différente, affirmant que l'essence de Luigi consiste à envoyer des instructions à Luigi. Cette interprétation peut être comprise de deux manières, ce qui ne clarifie pas la situation. On peut se demander si Ikebata suggère que Luigi et Luigi partagent la même conscience, avec l'information partant de Luigi et retournant donc vers lui. Ou bien, suit-il l'avis de Tanabe, affirmant que Luigi suit les instructions d'un Luigi totalement indépendant. Cependant, et en partant du fait que leur proposition est forcément fausse car Luigi possède sa propre âme, la question se pose.
Où va l'âme de Luigi pendant cet échange? Les bouts en veulent à Mario, à un point où chaque occasion de le tuer arrive, il tente de le faire. Ses origines viennent de loin, de leur première apparition en réalité. Nous sommes en 1990 sur le jeu vidéo Super Mario World. Dans son périple, Mario devait passer par des maisons bouts. Maisons dans laquelle il a dérangé sans scrupule des âmes endormies. Les bouts en colère de ces intrusions ont prévenu le roi bout, qui s'était à ce moment-là jamais révélé. Le roi bout furieux va quelques années après kidnapper Mario dans Luigi's Mansion 1 afin de se venger. On peut entendre à la fin du jeu, lorsque Luigi entre dans la pièce où le roi bout est avec Mario, « Tu m'as causé tant de soucis à une certaine époque ». Ils ne se sont jamais vus auparavant. Mario non, mais le roi bout le connaît très bien, et il parle au nom de tous ses souverains. Malheureusement pour lui, Luigi arrive à sauver son frère, ce qui ne plaît pas du tout au roi des illusions. Il le prend comme une attaque et va se venger. Il capture alors Mario une seconde fois dans le second jeu et le cercle sans fin est lancé. Encore aujourd'hui, le roi bout n'a pas réussi à venger le tort que Mario a causé il y a 33 ans. Depuis quelque temps dans la timeline de l'univers Mario, nous savons que Luigi n'était en fait jamais là. Ou du moins que seul son corps était avec Mario, mais non son âme. L'âme qui fait vivre ce faux Luigi est celle de Luigi. Nous savons depuis quelque temps, grâce à une histoire dans l'iceberg, que Luigi possède une âme, et donc un libre arbitre caché. Luigi, pour contrôler le corps de Luigi, a dû tuer son alter ego. Comment l'a-t-il tué? Il existe des millions de façons de le faire, mais si je vous dis qu'il est possible de découper Luigi en rondelles dans le jeu, et ça pendant qu'il est inconscient, c'est pas compliqué. Il vous suffit d'aller à l'étage avec l'arbre géant et puis d'entrer dans cette pièce. Vous trouvez une sorte de mini tronçonneuse afin que Luigi puisse libérer le passage. Mais il est aussi possible de faire l'inverse, que Luigi utilise la tronçonneuse. Vous voyez où je veux en venir? Ça c'est la première théorie, de comment Luigi a pu mourir. La seconde, on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Dans le trailer de Smash Bros Ultimate, nous voyons clairement Luigi mourir sous nos yeux. Et en plus, on voit l'âme de Luigi sortir de son corps. Mais... Et c'est là que ça cloche. À aucun moment Luigi réussit à reprendre son corps. Et devinez quoi? Regardez qui est là, à côté du corps inerte de Luigi. Luigi lui-même. Tout cela a engendré une sorte d'anomalie dans le corps de Luigi. Luigi n'aurait plus de sang rouge comme tout le monde, mais un sang vert. Un sang qui n'est pas compatible avec l'être humain. Ce qui, dans un cas, peut nous montrer une image choquante du plombier tant aimé. Enfin... si c'est encore le plombier qu'on aime tant. Luigi's Mansion est une trilogie de jeux fabuleux. Elle est unique dans les licences de Nintendo et ça Nintendo est au courant. C'est une licence avec un lore caché exceptionnel, trop peu valorisé par les fans. C'est une licence qui a réinventé un nouveau style de gameplay que nous pouvons voir nulle part ailleurs dans le jeu vidéo moderne. Mais des secrets sont encore à découvrir. L'histoire des jeux n'ont pas qu'une seule lecture, elle est plus profonde. Beaucoup plus que vous pensiez. Et ça, je pense que les 2 heures de vidéo que vous venez de visionner vous le démontrent parfaitement, non? La vidéo, elle est enfin sortie. Merci à vous d'avoir regardé cette giga vidéo. Mais ne partez pas, il y a une surprise à la fin. Une giga surprise. Je souhaite remercier infiniment tous les nouveaux arrivants de la chaîne, des fans d'Iceberg, mais aussi des fans de Luigi's Mansion. Que ce soit le premier, le second ou le troisième jeu. Je suis heureux que cette saga vous ait plu, mais ce n'est pas fini. D'autres icebergs sortiront, et j'emploie cette phrase au pluriel. Merci à vous, et ciao tout le monde. Bye bye.